Bonjour, bienvenue à tous. Je vais vous laisser le temps de vous installer et puis on va tranquillement démarrer cette matinale de la recherche du DRAPS. Donc, je vous laisse vous installer. Voilà, bon, on va démarrer. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette matinale de la recherche du DRAPS qui est consacrée à la question des pratiques alimentaires et de ce qui peut influencer justement le changement alimentaire avec la présentation de l'initiative Lundi Vert et des ateliers alimentation saine et gourmande. Donc, soyez les bienvenus. Je vous rappelle que tout au long de cette matinale, vous êtes invités à poser des questions dans le chat, tout en précisant vos noms, prénoms, structures et publics accompagnés. Que cet événement est enregistré, vous recevrez un mail d'information quand il sera accessible en replay et qu'à l'issue de cette matinale, vous allez recevoir une évaluation en ligne. Donc, merci de penser à la compléter. En fait, elle va nous permet d'améliorer ces temps de rencontre. Alors, cette matinale, je tenais juste à le rappeler, a été prévue initialement lundi dernier, le 10 octobre. Elle a été reportée à aujourd'hui suite à un incident technique. Donc, on vous remercie d'autant plus d'être présents et présentes pour celles et ceux qui ont pu le suivre et pour celles et ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles aujourd'hui. Comme je viens de le dire, vous pourrez y avoir accès en replay. Hop, je suis allée un peu vite. Voilà. Alors, juste pour vous rappeler, que cette matinale est proposée par l'IREPS Occitanie, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, dont l'objectif est de soutenir les démarches en éducation et promotion de la santé des acteurs de territoire, les professionnels de santé, du social, du secteur éducatif et du secteur judiciaire également. Ce soutien peut prendre la forme d'appui et de conseils méthodologiques aux porteurs d'action, d'appui documentaire, mais aussi de formation. Le rôle de l'IREPS est également de contribuer aux politiques publiques de santé et à l'animation territoriale et de concevoir, de mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local. L'IREPS donc porte le DRAPS, le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, qui est piloté par l'Agence régionale de santé d'Occitanie. C'est un dispositif partenarial dont le but est de mettre en lien les chercheurs et les professionnels de terrain par le partage de connaissances, des données scientifiques et expérientielles. Son objectif principal est d'améliorer la qualité des pratiques en promotion de la santé et de participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Ce dispositif, donc je l'ai dit, est régional et partenarial. Il fonde sa programmation sur les besoins des acteurs. Donc, ce que je voulais vous rappeler ici, c'est que la matinale d'aujourd'hui a été demandée, proposée par les membres du comité départemental du DRAPS de la Lozère. Les matinales de la recherche ont pour objectif de favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé publique et promotion de la santé, de soutenir le développement de projets de recherche innovants, de valoriser des projets départementaux, régionaux, nationaux issus d'une recherche interventionnelle mobilisant des données probantes, d'évoquer les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle et enfin d'aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. Alors, comme vous le savez certainement, cette matinale s'inscrit dans un cycle de visioconférences, mieux comprendre les enjeux de santé environnementale en prévention et promotion de la santé. Vous pouvez déjà assister, lire, regarder le replay des matinales précédentes, donc les inégalités environnementales de santé, inégalités sociales de santé et éducation à la santé-environnement. Le One Health Quesaco également, et puis les évaluations d'impact sur la santé, donc, qui a été enregistré le 7 octobre dernier, sera accessible prochainement. Nous aurons à venir dans les prochaines matinales une matinale qui aura lieu le 7 novembre prochain, qui s'intitule donc Santé mentale des jeunes, l'affaire de tous, éléments d'analyse et présentation du programme de premier secours en santé mentale, PSSM des jeunes. Vous pouvez directement, si vous êtes intéressé par cette matinale, vous y inscrire. On doit vous mettre logiquement le lien dans le chat si vous êtes intéressé. Et puis à venir également, nous aurons une matinale sur penser les liens entre santé environnementale et santé mentale. Ce que je veux préciser ici, c'est que la matinale du 7 novembre fait figure un petit peu d'introduction à la journée d'échange régionale, la JER, donc du DRAPS, qui aura lieu le 17 novembre prochain et dont le sujet est promouvoir la santé mentale des adolescents dans une société en crise, état des lieux, diagnostic, repérage et pistes d'action. Elle aura lieu le 17 novembre prochain à Carcassonne. Donc en présentiel, on a le plaisir de pouvoir le faire en présentiel cette année.
Elle sera également enregistrée. Donc, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous y inscrire. Vous aurez le lien dans le chat. Voilà le contexte dans lequel s'inscrit la matinale d'aujourd'hui. Pour présenter les réflexions, les leviers qui peuvent jouer sur les comportements alimentaires et exposer l'initiative Lundi Vert, nous avons donc le plaisir d'accueillir Laurent Begg-Shankland, professeur de psychologie sociale à l'Université de Grenoble-Alpes, directeur de la Maison des sciences humaines de l'homme Alpes, qui nous parlera environ 35 à 40 minutes. Ensuite, pour expliquer ce qu'est un projet alimentaire de territoire et apporter un témoignage de mise en place d'ateliers alimentation saine et gourmande, nous accueillons Cécile Picmal, chef de projet du PAT du Haut-Allier en Lozère, qui, elle, s'exprimera 20 à 25 minutes sur cette initiative. Et puis enfin, nous consacrerons le temps restant, qui nous amènera à midi au plus tard, à un moment d'échange avec les intervenants via le chat. Donc, je vous rappelle, vous pouvez dès à présent, et tout au long de cette matinale, poser vos questions sur le chat. Et moi, j'aurai à cœur de les transmettre en direct aux participants. Enfin, le soutien technique de cette matinale, et on sait combien il est précieux, est assuré par Laure Hatché-Segui, qui est la coordinatrice du DRAPS, et Guillaume Reiss, chargé de communication à l'IREPS Occitanie. Il reviendra vers vous directement sur le chat si vous avez des difficultés techniques de votre côté. Donc, pour ma part, je suis Claire Masson, chargée de projet à l'IREPS Occitanie pour le département de la Lozère, et donc j'assurerai l'animation de cette matinale. Avant de donner la parole aux intervenants, quelques éléments de contexte que je reprends avec vous. Donc, comme vous le savez, les pratiques alimentaires constituent un élément central et déterminant pour la santé des individus. À la qualité nutritionnelle, s'est ajoutée la question de la qualité environnementale de l'alimentation. C'est un enjeu de plus en plus pris en compte dans les politiques de santé publique, sans compter également la dimension éthique qui s'est glissée ces dernières années. Et donc, les questions dont on va traiter aujourd'hui, en tout cas qu'on va aborder, ce sont les questions suivantes que vous voyez s'afficher sur votre écran. C'est quels sont les déterminants des comportements alimentaires individuels et collectifs? Comment faire évoluer les pratiques individuelles et collectives? Quels peuvent être les leviers et les freins? Quel est le poids des facteurs institutionnels et des campagnes de mobilisation? Qu'est-ce qu'un nudge et quel peut être leur rôle dans ces changements? Et enfin, quel type d'action pouvons-nous mettre en place dans nos territoires pour favoriser une réflexion et un changement chez les individus? Je vous remercie. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Laurent Begg-Shankland et je vous souhaite de passer une bonne matinale. On se retrouve ensuite. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation, Claire Masson. Merci à toute l'équipe de l'IREPS et encore désolé pour les problèmes techniques qui étaient de mon fait la semaine dernière. Ce n'est pas du tout l'équipe de l'IREPS qui a eu des problèmes techniques. C'était plutôt du côté de Grenoble. Donc voilà, merci en tout cas d'être à nouveau ici. Et donc, j'ai le plaisir de vous parler ce matin d'une initiative Lundi Vert. Donc, et pour cela, je vais commencer par partager mon écran. Donc voilà, le titre de l'intervention concernera donc le comportement alimentaire et les changements de comportement alimentaire avec l'exemple du Lundi Vert. Donc, à titre personnel, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes depuis quelques années. Et parmi les thèmes de recherche qui m'intéressent, donc c'est le changement du comportement. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'alcoolologie, notamment la prévention des addictions. J'ai fondé justement un groupe de travail sur les addictions et les comportements problèmes chez les adolescents. Et depuis quelques années, je m'intéresse au comportement alimentaire et notamment à la question de la végétalisation. Alors, le changement comportemental, ça a été dit, ça porte sur différents domaines et l'IREPS, évidemment, se focalise sur différents aspects qui permettent de favoriser la santé, que ce soit l'activité physique, l'alimentation ou d'autres types de comportements. Et chacun le sait pour avoir soi-même tenté de le faire à titre personnel. Donc, changer un comportement, ce n'est pas du tout aussi simple. Et les grandes intentions, les grandes décisions, parfois, sont suivies d'effets limités. Alors, on a précisément des convictions qui sont fondées sur des données qui concernent l'intention généralisée de diminuer la consommation de produits carnés pour des raisons qui sont bien connues, à la fois des raisons sanitaires, puisque l'on sait que certains types de viande, en tout cas du fait de la présence de nitrites, ou bien effectivement de leurs conséquences sur les maladies cardiovasculaires, doivent être diminuées dans leur consommation. Pour des raisons également environnementales, on a
production de gaz à effet de serre qui est importante, notamment pour la viande bovine. Et puis également pour des raisons éthiques, ça a été dit, hein, certains Français sont de plus en plus conscients de l'impact de leur comportement alimentaire sur d'autres animaux. Et c'est pour cela qu'il y a une sorte de consensus qui est restitué ici par une enquête qui a été commanditée par Interbev, hein, qui est l'interprofessionnel de la viande, et donc qui indique que la plupart des Français soutiennent l'idée de manger moins de viande. Ceci étant, ce n'est qu'une idée. Et la question, c'est bien sûr, est-ce que c'est suivi de comportement? Voilà, l'objectif justement de ces opérations de mobilisation, ça sera de donner des outils à chacun pour pouvoir amorcer un processus de changement dans ce sens, puisqu'on peut très bien finalement se nourrir d'illusions en pensant qu'on diminue la consommation sans vraiment le faire de façon très précise. Et donc l'idée, c'est bien là d'arriver à avoir une approche un peu plus systématique. Alors, précisément, la question, c'est influencer ou forcer. Il y a eu, par exemple, des initiatives municipales en France qui ont amené à déterminer effectivement des choix dans les cantines scolaires qui ont été suivis, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, hein, mais de réactions parfois un peu vives de la part des parents qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que désormais on proposait à leurs enfants une alimentation végétale par défaut, ou bien effectivement des initiatives qui créent des réticences. Et précisément, tout l'enjeu, c'est d'arriver à influencer, à pousser dans la bonne direction sans créer de la réactance, c'est-à-dire finalement le sentiment qu'une liberté est limitée, est abolie, et donc ça va créer finalement des oppositions qui vont bloquer le processus de changement. Donc, toute la question, c'est bien ça. Et même pour le lundi vert, je vais y revenir tout à l'heure, hein, c'est une initiative très douce qui a pour but d'introduire à l'alimentation végétale un jour par semaine de façon progressive et de façon, je dirais, très positive. Eh bien, cette initiative qui pourtant est vraiment fondée sur des données empiriques accablantes concernant la nécessité d'aller dans ce sens-là, elle a généré en France, lorsqu'elle a été lancée, des résistances qui ont été jusqu'à amener la FNSEA à prendre position contre le lundi vert à l'époque. Donc c'est intéressant de voir que finalement, des initiatives qui peuvent sembler pourtant frapper au sceau du bon sens peuvent créer des réticences parce qu'elles n'ont pas été comprises. Alors encore une fois, lundi vert, c'était simplement une initiative nationale où les Français étaient invités chaque lundi à transformer leur alimentation. On est très loin là d'un changement de composition des menus à la cantine scolaire. Personne n'est forcé, les gens se lancent s'ils le souhaitent, et pourtant, la rhétorique de tout le monde nous force à changer, etc. Voilà, et donc certains ont créé le samedi rouge justement en réaction au lundi vert. C'était tout à fait surprenant et très intéressant. Je pense que oui, si on avait eu ce genre d'événement, la réaction aurait été moins polarisée. Mais en tout cas, il y a quelques années, c'était assez étonnant de voir que de nombreux intervenants sociaux ont pris position contre le lundi vert. Alors, donc, l'enjeu, c'est bien d'arriver à convaincre de l'intérêt et à amener avec soi, finalement, des transformations progressives. Alors, on a évidemment la possibilité d'intervenir sur les contextes. Il faut être conscient que déjà, s'il y a des changements alimentaires, eh bien, des effets de contagion. Par exemple, lorsque l'on regarde comment est-ce que des personnes font leur choix alimentaire dans des contextes d'alimentation collective, on se rend compte que les gens sont sensibles à ce que consomme la personne qui les précède dans la file. Donc, il y a des recherches qui ont été faites et qui ont été d'ailleurs répliquées en France il y a quelques années par des chercheurs d'AgroParisTech, et donc qui montrent que si, encore une fois, quelqu'un dans une file de self choisit un plat végétarien, la personne qui le précède immédiatement a tendance à faire pareil. En tout cas, il y a une probabilité donc, qui passe à 47% de choix végétariens. Donc, on voit bien que finalement, si notre environnement change, si nos proches, nos amis se mettent à changer leur alimentation, eh bien, la décision se fera naturellement, sans même qu'on en ait conscience, puisque dans l'étude qui a été publiée par Christie et Chen, seulement 21% pensaient avoir été influencés, alors qu'ils l'ont été. Et donc, finalement, lorsque l'influence se fait alors qu'on nie qu'il y a influence, c'est la situation idéale, puisqu'il n'y aura aucune réactance. Cependant, évidemment, tout l'enjeu, c'est d'arriver à créer cette influence, et pour cela, ce n'est pas évidemment si simple.
Alors, on peut aussi modifier par l'environnement les choix alimentaires en augmentant la visibilité des choix végétaux, c'est-à-dire, par exemple, dans une étude, on va les rendre plus visibles, on va faire de la promotion de ces plats végétaux, ce qui va augmenter dans la restauration collective la prise alimentaire de 40%, ou bien tout simplement, effectivement, commencer par rendre disponible cette alimentation végétale. Parfois également, on a des travaux qui ont consisté à la mettre en premier dans la file, et on voit que si simplement les plats végétaux sont présentés en premier, les choix vont simplement être influencés par l'accessibilité, par la disponibilité, et ensuite, globalement, on aura modifié le choix alimentaire sans même que l'individu en soit vraiment conscient. Alors, tout ça, ça relève donc des nudges. Les nudges, c'est finalement des influences douces qui sont déterminées en amont sans que l'individu n'ait à examiner à fond ses valeurs et ses convictions, mais simplement, il se laisse pousser dans la bonne direction. Alors, c'est évidemment des dispositifs qui supposent que l'on a une idée très précise et très comment dirais-je, fondée quel est finalement le bien pour, en tout cas le bien alimentaire pour la population. Donc ça procède d'une forme de paternalisme qui bien sûr peut être discutée. Mais en tout cas, ça évite évidemment les résistances et ça peut permettre d'avoir des changements. Toutefois, certains critiquent le fait que ces nudges peuvent être producteurs de changements assez limités et finalement, se focaliser uniquement sur les nudges, ça peut conduire à renoncer à avoir une approche beaucoup plus critique et beaucoup plus globale du système qui est à l'origine des problèmes, disons, alimentaires ou autres. Donc effectivement, je pense qu'il faut garder à l'esprit que mettre en place des dispositifs techniques très spécifiques, très locaux, ça ne doit pas pour autant nous empêcher d'interroger plus largement quel est le système qui peut parfois être dysfonctionnel. Par exemple, en ce qui concerne nos sociétés industrielles occidentales, pourquoi est-ce qu'on a augmenté avec une telle intensité la consommation de produits carnés en un demi-siècle? Voilà. Donc tout ça, évidemment, ça implique des prises de conscience et des modifications majeures qui ne pourront pas être simplement traitées par l'introduction de nudge. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on va être insensible et réceptif à l'alimentation végétale? Quelques travaux là-dessus. Alors, d'abord, il faut savoir que les personnes qui sont strictement végétariennes ou qui ne consomment ni viande ni poisson sont ultra minoritaires en France. On en a autour de 5% dans la population générale, moins que dans d'autres pays européens, en tout cas moins qu'au Royaume-Uni, moins qu'en Allemagne. Donc ça reste vraiment un tout petit groupe de personnes qui elles-mêmes effectivement donc excluent les produits carnés. Et bien sûr, après, on a des évolutions, on va le voir, qui touchent toutes les classes d'âge, mais qui vont être beaucoup plus progressives que l'exclusion globale du végétal. Alors, ce qui fait que l'on va avoir des préférences pour les choix végétariens ou les choix végétaux, eh bien, ça va résulter d'un certain nombre de paramètres, de facteurs que l'on peut identifier, que l'on peut lister. Alors, je ne vais pas les lister de façon systématique, mais simplement les évoquer. D'abord, eh bien, nous sommes inégaux devant les aliments végétaux. Certains, effectivement, ont des préférences gustatives qui ont été sensibilisés par leur environnement familial, qui font qu'ils vont être plus enclins à être favorables à certains types d'aliments. Et puis, il a été montré que le simple fait d'avoir certains types de papilles plus ou moins développées dans la bouche va rendre plus sensible à certaines saveurs, par exemple l'amer. Et donc, l'amertume va être plus ou moins rejetée par certains en fonction de leur système sensoriel. Et donc, tout cela, ça a été montré dans des recherches. Donc, la probabilité qu'on soit végétarien peut aussi être déterminée par une certaine disposition biologique, même si évidemment les influences seront le plus souvent très limitées par rapport à d'autres facteurs généraux et notamment des facteurs sociaux. Les dispositions individuelles, je vais également y revenir tout à l'heure, ça va renvoyer à certains traits, à certaines dispositions. Par exemple, on verra que des personnes qui sont, en tout cas dans le contexte occidental, qui sont davantage curieuses, et ça va s'appliquer évidemment à l'alimentation la moins fréquente, seront plus enclines à accepter les propositions végétales. On a mesuré par exemple différents types de traits de personnalité.
comme l'ouverture d'esprit. Et on constate que les personnes qui ont un niveau élevé d'ouverture d'esprit se portent plus facilement sur une alimentation moins conventionnelle, comme l'est encore aujourd'hui l'alimentation végétale. On a également des travaux qui ont été, bien sûr, quand je parle de disposition individuelle, on peut également citer tout simplement le sexe des personnes, puisqu'il y a une asymétrie très forte chez les végétariens, puisque 2 tiers des végétariens sont des végétariennes en réalité. Voilà. Donc on a des préférences alimentaires qui sont genrées, dont on peut expliquer évidemment l'origine à la fois par l'image qu'ont les végétaux, par les besoins nutritionnels, par la recherche de régulation pondérale, par les rôles sociaux. Hein. On a de nombreux travaux qui montrent bien sûr que la viande est associée à des stéréotypes masculins. Donc, tout ça, ça a été évoqué dans l'actualité il y a encore quelques semaines. Et puis les valeurs, c'est assez corrélé également aux dispositions. Donc, c'est des travaux qui ont été faits dans des différentes sociétés qui montrent que l'adhésion à des valeurs plus conformistes de façon générale, plus conservatrices, est également liée à des préférences alimentaires. Par exemple, eh bien, la viande fait partie effectivement des valeurs traditionnelles. Et donc, il n'est pas étonnant de voir qu'il y a des corrélations entre les préférences alimentaires végétales et, par exemple, le fait d'adhérer à des visions du monde plus progressistes, moins conservatrices. Le contexte social et culturel va également déterminer, bien sûr, ces choix. Hein. Si on est né en Inde ou bien en Angleterre ou en France, on aura une représentation très différente de l'alimentation végétale, de l'alimentation carnée. Et puis, je le disais, le contexte matériel va également jouer, puisqu'il suffit qu'on nous propose un plat dans un contexte amical, par exemple, pour qu'on l'accepte plus facilement. Donc, on a de nombreux travaux qui également ont insisté sur le simple fait que la disposition, donc je le disais tout à l'heure, d'une cantine, la mise en valeur des plats va suffire à orienter le comportement des personnes. Alors, le problème, évidemment, de la végétalisation, ça va être que c'est un mode de comportement alimentaire qui est minoritaire, je le disais. Et donc, bien sûr, lorsque l'on est face à un plat, on sait comment faire pour retirer la viande. C'est facile. Par contre, le problème, c'est bien sûr d'apprendre à la remplacer. À la fois parce qu'il y a évidemment une exigence nutritionnelle, il faut arriver à consommer des plats équilibrés, et puis aussi parce qu'il y a, lorsque l'on consomme un plat, eh bien une recherche bien légitime d'un plaisir gustatif qui doit aussi être préservé. C'est-à-dire que s'il s'agit simplement de passer à une alimentation moins goûteuse et moins agréable, il est certain que le végétal aurait beaucoup plus de mal à se faire convaincant. Alors, on a des travaux qui donc vont nous mettre en face des différentes dimensions qui sont impliquées dans le choix végétal ou dans la résistance à ce choix. Donc, les habitudes, ça fait partie évidemment des dispositions importantes qui vont faire que l'on a du mal à changer de comportement alimentaire. Si vous avez l'habitude de cuisiner d'une certaine manière, c'est très difficile, en tout cas au début, de changer, surtout si vous avez peu de personnes autour de vous qui vous donnent l'exemple. Après, il y a aussi le plaisir gustatif à consommer de la viande, qui bien sûr fait partie des freins. Et aujourd'hui, on a bien sûr de plus en plus de pistes substitutives qui sont relativement convaincantes, mais dont bien sûr on doit regarder si elles sont nutritionnellement acceptables. Tout cela, ça fait partie des critères importants, puisque si l'on arrête la viande pour ensuite passer à des substituts qui sont finalement nutritionnellement problématiques, on aura également des problèmes. Alors aujourd'hui, on a effectivement ce genre de questions qui peut être posées. On a les effets perçus sur la santé, la crainte que l'abandon ou la limitation de viande, notamment chez les populations fragiles ou bien chez les adolescents ou les enfants, soit liée à des problèmes de santé. C'est des choses qui sont encore très présentes dans les esprits, même si aujourd'hui, les recommandations et les conférences de consensus du milieu médical permettent d'exclure le fait que la santé soit compromise par la limitation ou la suppression de produits carnés. Encore faut-il évidemment être capable de remplacer correctement l'alimentation carnée, et ça ne s'improvise pas complètement. Voilà. Après, il y a également la difficulté à faire de la cuisine, tout simplement, à faire des plats qui soient aussi goûteux, aussi agréables, aussi faciles à préparer que les plats que l'on connaît. Et donc, le manque de connaissance de l'alimentation végétale fait partie des freins. Donc, tout ce qui permet de sensibiliser à des plats faciles, rapides, efficaces, eh bien, ça sera un plus.
Et puis, on a toujours cette dimension axiologique, ces valeurs qui sont associées à la consommation de produits carnés. Nous sommes en France, dans un pays évidemment qui s'enorgueillit de sa tradition culinaire. Et donc, tout cela, bien sûr, ça demande d'être reconfiguré, hein. C'est-à-dire que si, par exemple, l'alimentation végétale ne peut pas être pensée comme synonyme de tradition, on aura du mal à avancer. Donc, il faut arriver à se rappeler qu'il y a des traditions végétales, il y a la possibilité de retrouver dans certains légumes, certaines légumineuses, eh bien, une identité qui est la nôtre et qu'on peut tout à fait manifester l'identité d'un pays sans forcément passer par les produits carnés. Même si en France, c'est bien sûr plus difficile, hein. On pense à la cuisine lyonnaise, par exemple, hein. Pensons à Bocuse, hein, la plupart des plats, évidemment, qui ont fait son importance et qui ont construit ce royaume, c'est bien des plats à base de viande. Donc, on doit repenser tout ça. Et aujourd'hui, la haute cuisine, évidemment, nous impressionne parce que, justement, elle est de plus en plus créative dans le domaine végétal. Alors, quels sont les facteurs individuels qui permettent de prédire l'intention de réduire la consommation de viande? On a des travaux assez descriptifs qui se basent sur une théorie bien connue des préventeurs, la théorie de comportement planifié, donc qui a été testée par différents modèles. Et donc là, les chercheurs de Paris Agrotech, par exemple, ont essayé de voir quels étaient ceux qui prédisaient la consommation globale de viande. Donc, si vous voulez, c'est le rectangle qui est à droite de la diapo, overall meat intake, à partir donc de facteurs distaux, éloignés, donc l'attitude par rapport à la consommation de végétaux ou de viande, les normes subjectives qui vont porter sur finalement la manière dont l'environnement, dont autrui perçoit l'objet, quelles sont finalement les représentations que nos proches manifeste concernant la consommation de viande ou la végétalisation, et puis le fait d'avoir l'impression de pouvoir avoir un contrôle comportemental. Si par exemple vous aviez à partir de ce soir à réaliser une semaine de plats végétariens, est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez y arriver à la fois par les capacités évidemment culinaires, mais aussi l'accès aux matières premières dont vous avez besoin, aux ingrédients, donc tout ça, ça fait partie du contrôle comportemental. Ces trois grandes classes de facteurs vont façonner l'intention qui elle-même va être liée d'une façon plus ou moins directe, hein, à la prise alimentaire de viande ou de produits végétaux à l'inverse. Donc on voit effectivement que, je dirais, jusqu'à ce qu'on arrive au choix alimentaire, on a un certain nombre de dimensions qui sont mobilisées. Une fois qu'on a décidé d'être végétarien, eh bien, tout n'est pas, ou en tout cas d'augmenter fortement la consommation de produits végétaux, tout n'est pas forcément terminé puisque la plupart des personnes végétariennes arrêtent de l'être au bout d'un moment. Les statistiques de suivi de cohorte, par exemple, montrent que de nombreuses personnes ont décidé un jour d'arrêter la viande et le poisson et finalement s'y sont remises pour différentes raisons. Donc, ce qui fait que ce choix végétal va être maintenu, ça va souvent être lié à une dimension éthique, c'est-à-dire les personnes qui ont fait ce choix pour des raisons éthiques seront davantage enclines à coller à ce choix. On a également donc des choix de gestion du poids qui vont être appliqués. Et puis, les personnes qui ont acquis des capacités culinaires vont être avantagées. Donc, ça suppose évidemment d'intégrer cette donnée. On a également des travaux qui montrent que lorsque l'on est entouré de personnes qui ont déjà des pratiques alimentaires dans le sens du végétal, c'est plus facile parce que effectivement la norme est plus légitime et puis on est exposé à certains modèles de comportement alimentaire. Ça peut sembler encore une fois très relevé d'une forme de sens commun, mais finalement c'est très puissant en réalité. Le fait d'être inséré dans des réseaux de personnes qui consomment du végétal, ça a vraiment un poids, une force, je dirais, de motivation très importante. C'est pour cela que le lundi vert a justement eu pour but de banaliser l'alimentation végétale, de créer une forme de réseau, d'initiation qui justement pourrait permettre de banaliser, de rendre beaucoup plus quotidienne l'alimentation végétale. Les personnes qui ont un engagement associatif vont également être maintenues dans un environnement porteur. Et puis, dès qu'il y a un soutien familial, cela va aider évidemment à ce choix. Dans les retours d'expérience qui ont été recueillis auprès des participants au lundi vert,
Un an après, par exemple, j'ai recueilli des milliers de commentaires auprès des personnes inscrites, et beaucoup de femmes notamment disaient que le fait d'avoir pu introduire cette alimentation végétale un jour par semaine a permis de légitimer ce type d'alimentation qui sinon aurait suscité de la part de leurs conjoints ou de leurs enfants une forme de résistance ou de plaisanterie désagréable. Et donc le fait que finalement l'alimentation végétale soit légitimée par une action nationale, ça permet finalement à ceux qui sont partants de faire la cuisine sans que les autres ne s'y opposent. Donc ça légitime aussi l'action bénéfique. Et puis, bien sûr, je le disais, hein, l'accessibilité, la disponibilité de plats et de produits végétariens va avoir un effet sur le maintien. Alors, quelques mots maintenant sur la campagne lundi vert. L'idée, c'était un jour par semaine le poisson et la viande, s'inscrivant donc dans une action internationale qui avait été initiée 20 ans plus tôt à l'école de santé publique de Baltimore aux États-Unis. Et donc l'idée, nous on a à la fois proposé bien sûr le Meatless Monday tel qu'il était mis en place à l'étranger, mais en rajoutant également l'exclusion du poisson, puisque finalement les raisons à la fois environnementales, sanitaires et éthiques sont les mêmes. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas exclure aussi le poisson de l'alimentation du lundi. Et puis c'était beaucoup plus cohérent évidemment, puisque même si encore dans l'esprit de certains végétariens, ça peut vouloir dire avec poisson, ce qui est évidemment stupéfiant, c'est tout de même plus rigoureux de l'exclure de l'alimentation. Alors, on a donc calculé avec Nicolas Trèche, qui est économiste à Toulouse School of Economics, quel serait l'impact du lundi vert si tous les Français le mettaient en place. Donc, on aurait une diminution de 15% globalement de la consommation de viande et de poisson. Il s'agirait de le remplacer, donc dans le modèle en tout cas, par des légumineuses, de manière à maintenir le niveau de calories et de satisfaire des apports en nutriments. Et puis, ben voilà, donc on a calculé à partir de ce scénario, hein, qui pleurait en fait la place des légumineuses dans l'alimentation. Donc un jour par semaine, on aurait donc, si l'on se base sur les données connues, publiées notamment par Pour et ses collaborateurs dans Science, on a pu calculer que si l'on appliquait le lundi vert à tous les Français, eh bien, on aurait à peu près l'équivalent de diminution en termes de tonnes de CO2 à ce que produirait la suppression des vols aériens domestiques, ou bien le passage de 130 à 110 km/h. Donc finalement, un jour par semaine sans viande ni poisson, ça a un impact environnemental qui est raisonnablement élevé, hein, donc effectivement, et qui, à la fois, on va le voir, ça a des effets secondaires tout à fait bénéfiques pour la santé, mais déjà pour l'environnement, on est gagnant. Donc je pense que là, par ailleurs, on n'a pas évoqué cette question-là, mais on en parlera plus tard, mais le prix de la viande étant supérieur à celui des légumineuses, on a également un bénéfice net pour le budget des personnes. Alors, la question, évidemment, c'est comment arriver à impulser ce changement. On sait que, encore une fois, le végétarisme, c'est évidemment un horizon. L'idée, ce n'est pas par ce propos de convaincre les auditeurs de devenir végétariens, mais simplement de dire qu'il y a un continuum, et au bout du continuum, il y a effectivement l'exclusion complète des produits animaux. Avant ce continuum, dans ce continuum, il y a l'exclusion complète de la viande et du poisson. Et donc, lorsque l'on travaille sur justement les facteurs impliqués dans le végétarisme, on a clairement le temps qui va être impliqué. On a une démarche qui est progressive, qui prend de 6 mois à 3 ans. Je l'ai dit, ce changement alimentaire peut ne pas être irréversible, hein. Beaucoup de végétariens arrêtent au bout d'un moment. Et puis, lorsqu'on fait des enquêtes, eh bien, on constate qu'il y a une conception assez lâche, assez floue du végétarisme, hein. Beaucoup de personnes qui se disent végétariennes, en fait, mangent quand même de la viande et du poisson. Donc, on a évidemment à être assez précis dans les enquêtes pour être sûr que les gens ne se trompent pas lorsqu'ils répondent, pour s'assurer qu'ils comprennent ce que signifie la question. Voilà. Comme je le disais, donc les végétariens sont nombreux à arrêter. Ça tient au fait qu'évidemment que c'est une décision qui implique évidemment un suivi, qui implique une disponibilité des aliments pertinents, qui implique des capacités culinaires, un soutien social. Et tout cela, évidemment, ça manque encore beaucoup aujourd'hui. Alors, les personnes le végétarisme évoque différentes raisons, des problèmes de santé,
qui peuvent être réels ou bien fantasmés, hein, puisqu'effectivement, si vous arrêtez de consommer de la viande et du poisson, dès que vous êtes fatigué après, vous allez évidemment imputer de façon potentiellement erronée toute fatigue à cela. En réalité, voilà, si le choix végétarien est suivi d'un changement alimentaire adapté, il n'y a aucune raison qu'il y ait davantage de problèmes de santé, mais ça reste évidemment un sujet important et aujourd'hui, il est souhaitable d'accompagner ces changements alimentaires pour être certain notamment que les femmes enceintes, les adolescents et les personnes âgées et la population générale, bien sûr, eh bien, aient leur rapport essentiel en nutriments. On a également le goût de la viande qui va manquer et puis, dès qu'on change de situation de vie, si par exemple vous êtes avec un partenaire qui était végétarien et qui ne l'est plus, ou bien si vous changez de partenaire, tout cela, ça va modifier évidemment l'économie globale de l'alimentation. Et puis certains pensent que la cuisine végétale prend trop de temps et donc ça va aussi contribuer à diminuer le recours. Donc ce qui est important à noter, c'est que finalement le changement doit être progressif. Hein. Une modification brutale peut ne pas être bénéfique pour les effets à long terme. Donc le lundi vert part de cette idée que finalement changer complètement, mais seulement un jour par semaine, ça peut inspirer les comportements futurs. Et c'est d'ailleurs ce qui ressortait du bilan, c'est-à-dire que beaucoup de participants, après avoir testé un jour, voulaient commencer à se lancer sur un deuxième jour par semaine. Donc c'était effectivement intéressant de voir que, apprenant à remplacer correctement la viande un jour par semaine, ils avaient eu l'inspiration pour faire plus. Et puis, dès qu'il y a un groupe social qui est porteur finalement de ce changement, les choses sont plus simples évidemment à mettre en place à long terme. Alors, si on veut mettre en place le choix végétal un jour par semaine, encore une fois, l'idée, si on se base sur les bonnes pratiques, c'est de ne pas forcer les gens à le faire, mais bien de laisser le choix, c'est-à-dire qu'il y a dans la restauration collective la possibilité de garder la viande pour ceux qui le souhaitent, d'étendre le choix avec plusieurs possibilités végétales, et puis bien sûr de proposer des aliments végétaux et des plats végétaux qui soient réussis. Hein, si vous proposez des aliments végétaux qui manquent de saveur, eh bien c'est perdu d'avance. Heureusement, aujourd'hui, on peut bien sûr éviter cet écueil, mais ça a pu l'être dans le passé. Donc, en tout cas, l'idée de laisser le choix, c'est important. Et je crois que si on veut changer à long terme, il faut vraiment qu'il n'y ait pas éviter ce sentiment de manque de liberté. Donc, le lundi vert, c'était finalement une initiative qui s'est rendue visible parce que 500 personnalités ont accepté de signer un texte qui a été rédigé, qui leur a été proposé. Donc, c'est un texte qui mettait en avant les bénéfices sanitaires, les bénéfices environnementaux et les bénéfices éthiques du fait de remplacer la viande et le poisson chaque lundi par des végétaux. Donc des personnalités aussi diverses que Luc Ferry, Mathieu Ricard, Christophe André, Maurice Cyrulnik, des athlètes, des artistes, beaucoup d'universitaires, hein, plus de la moitié des universitaires, des chercheurs en toutes disciplines ont signé cet appel pour le lundi vert. Il y a eu une campagne nationale qui s'est affichée dans le métro parisien. Et les participants pouvaient donc s'inscrire sur un site d'accompagnement, lundivert.fr, et chaque lundi, on leur envoyait par courriel un petit rappel du fait que c'était le lundi, et puis on leur envoyait également des recettes pendant quelques mois pour les inciter à regarder à quoi ça pouvait ressembler et éventuellement à les essayer. Donc, des personnalités se sont engagé également, par exemple, un professeur de nutrition, François Mariotti, qui a participé à une petite campagne de communication autour du lundi vert. Alors, je lance la vidéo. Ah. D'accord. Je suis François Mariotti, je suis professeur de nutrition à AgroParisTech. Pour moi, le lundi, c'est l'occasion de dire aux gens qu'on peut concevoir des repas où la viande n'est pas au centre de l'assiette. Alors moi, en tant que nutritionniste, ce qui m'importe primairement, c'est les questions de relation avec la nutrition et la santé, et en particulier l'idée qu'il faut que les gens diminuent leur consommation de viande notamment, et donc fassent la part plus belle à des alternatives végétales comme les légumineuses par exemple.
Alors moi, typiquement, ce que j'aime bien, c'est faire des riz sautés. Et en ce moment, je fais des riz sautés avec des riz noirs de Camargue. Donc, c'est extrêmement intéressant du point de vue de la durabilité aussi. Sauter aux légumes, par exemple, on peut accommoder ça de façon délicieuse. Il y a autre chose qui est très très bien pour redonner toute leur place aux légumineuses, c'est de cuisiner des haricots. Alors moi, je fais des haricots tarbés à la sauce tomate avec des oignons, c'est excellent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'occasion de faire changer un petit peu, d'infléchir les esprits et d'aller dans le sens d'une moindre prédominance des aliments animaux dans les repas, dans la façon qu'on a d'apprendre l'alimentation. Donc, si un jour par semaine, on peut vraiment enclencher vraiment ce raisonnement d'un point de vue pratique, je pense que c'est intéressant. C'est Albin de la Simone, donc c'est un artiste, voilà. Ça fait deux entrées un peu différentes. Je m'appelle Albin de la Simone, je suis musicien, je suis auteur, compositeur, interprète. Le lundi vert, c'est l'idée qu'il y ait un jour dans la semaine où on ne mange ni poisson ni viande pour faire naître cette graine que c'est possible et que c'est même super agréable et que c'est sympa et que c'est bien de ne pas forcément manger de la viande et du poisson. Il se trouve que moi, au départ, quand j'ai reçu la proposition de signature pour lundi vert, j'avais cru que c'était pour les écoles. C'est beaucoup plus général que ça, mais ça s'adresse quand même vraiment aux écoles aussi, je trouve. Apprendre que c'est chouette et que c'est agréable et bon de manger sans viande et sans poisson et que c'est pas juste, il manque un truc. Une salade d'endives avec des noix, des pommes, de l'emmental. On peut faire plein de trucs, on peut faire des currys de légumes, on peut faire des couscous, on peut faire des currys, il y a 1000 sortes, des currys thaï, curry indien, on peut faire des plats avec des lentilles, on peut faire, je sais pas, j'adore ça. En plus, c'est vous qui me l'avez dit d'ailleurs, enfin vous, la personne qui est derrière la caméra, c'est très coloré, souvent, du coup, parce qu'on fait plus de légumes, on fait des assiettes qui sont plus jolies. Ce qui motive pour moi la signature de cette proposition, c'est que je trouve vraiment important qu'on mange moins de viande et qu'on mange moins de poisson pour protéger les animaux, mais aussi parce qu'on n'en a pas besoin, parce que ça coûte cher, que ça pollue. Donc, commençons par un jour par semaine. Et en fait, on n'est pas obligé d'avoir besoin de ça, mais ça peut vraiment aider à faire rentrer ça dans les mœurs et à rendre ça naturel. Ça ne veut pas dire devenir végétarien. Moi, j'adorerais, mais je serais incapable de devenir végétarien d'un jour à l'autre. Mais il y a tellement moyen, en tout cas, de manger moins de viande. Et ça peut commencer par un jour par semaine. Voilà. Alors, la campagne donc s'est diffusée pendant une semaine de façon assez massive sur les écrans de télévision, donc dans les médias divers. Et j'ai essayé de faire une enquête avec donc Nicolas Trèche pour essayer de comprendre quelles étaient les personnes qui s'étaient inscrites sur le site du lundi vert. Donc, alors, ça peut sembler limité. Encore une fois, on a ouvert un site, on a fait une diffusion large, et on a eu à peu près 25 000 personnes qui se sont inscrites directement en quelques jours sur le site. Par rapport à la population française, c'est évidemment microscopique, mais encore une fois, beaucoup de personnes ont suivi le lundi vert sans forcément, évidemment, s'inscrire directement. Et par rapport, encore une fois, à d'autres enquêtes nationales, on est à peu près dans une participation qui n'est pas si mauvaise, malgré, encore une fois, en apparence, ça peut sembler très, 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 très faible. Alors, l'idée, c'était que les inscrits le premier mois soient comparés à la population générale pour pouvoir comprendre quelles étaient les personnes les plus réceptives finalement à ce type d'enquête. Donc, j'ai réalisé une enquête en parallèle, donc qui a touché 2500 personnes, échantillonnées par quota, donc qui représentait la population française, pour essayer de comprendre quels étaient encore une fois, dans les 25 000, quels étaient leur profil. Et donc, ce qui est ressorti, c'est qu'effectivement, on avait une proportion beaucoup plus importante de femmes, beaucoup plus importante de personnes de niveau d'éducation élevé, avec des ressources économiques plus élevées, et puis qu'il y avait davantage de personnes végétariennes dans leur environnement. Par ailleurs, l'un des facteurs qui distinguait fortement les inscrits de la population générale, c'était le fait qu'ils avaient un score plus élevé à une échelle qui mesurait la curiosité, l'ouverture d'esprit. Voilà.
par ailleurs, 15 semaines plus tard, j'ai essayé de voir avec Nicolas Trèche quels étaient ceux qui étaient restés dans le protocole, qui avaient continué effectivement, qui avaient chaque semaine répondu qu'ils avaient participé au lundi vert. Et clairement, ceux qui avaient un niveau élevé d'ouverture, eh bien, donc qui répondaient, voilà, c'est une dimension de la personnalité qui est fondamentale. Eh bien, cette dimension-là prédisait également le fait de se maintenir dans le lundi vert. Donc, on voit là qu'il y a une dimension cognitive qui est également impliquée. Alors, pour terminer, quelques éléments sur les motivations qui peuvent sous-tendre la végétalisation. J'en ai déjà un peu parlé. Donc, il y a des motivations générales qui peuvent être mobilisées, donc à la fois en termes éthiques, en termes de santé, en termes d'environnement. Et bien sûr, toute campagne peut mettre l'accent sur ces trois aspects. Chacun peut y trouver, je dirais, du coup, un écho personnel, ce qui fait que les produits carnés se maintiennent dans la consommation malgré un certain nombre de mises en cause. Ça tient au fait qu'il y a des représentations sociales qui les soutiennent. Donc, le fait que les produits carnés soient considérés comme naturels, normaux, nécessaires et bons. Et donc, dans l'enquête lundi vert, justement, une partie des répondants, donc à peu près 8 mois après le lancement, ont répondu à ce questionnaire et on voit que il y a effectivement une adhésion qui va différencier les hommes et les femmes sur ces différentes représentations, c'est-à-dire que les hommes trouvent plus que les femmes qu'il est normal de consommer de la viande et trouvent que la viande est meilleure en fait, mettent davantage en avant l'aspect gustatif. Après, concernant les motivations au végétarisme selon le genre, on voit que les femmes sont plus motivées par la dimension sanitaire et la dimension éthique, tandis qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes sur la dimension environnementale. Après, on peut également essayer de comprendre chez les personnes qui sont végétariennes s'il y a une différence entre celles qui y adhèrent pour des raisons éthiques, pour les animaux, et d'autres qui adhèrent pour des raisons sanitaires. Donc, on voit que ceux qui sont végétariens éthiques, en général, ont tendance à davantage imputer d'état mental aux animaux, éprouvent plus de dégoût à l'idée de consommer de la viande. Voilà, et puis donc tout ce qui est sur la diapo, vous pouvez le lire vous-même, effectivement. Donc c'est l'idée qu'on a un profil qui finalement va également caractériser les végétariens éthiques par rapport aux végétariens sanitaires. Et alors, un point intéressant, c'est que les végétariens éthiques sont également moins appréciés par les omnivores, c'est-à-dire qu'ils produisent une plus grande menace que les végétariens sanitaires. Puisqu'effectivement, le choix étant beaucoup plus finalement motivé par des raisons, je dirais, liées à des valeurs, le sentiment de menace éprouvé par ceux qui ne le mettent pas en œuvre peut être plus important. Ça veut dire aussi que si on propose un choix végétarien, eh bien, il sera plus facile, évidemment, de le faire adopter en évitant de mettre en avant les bénéfices animaux pour la plupart d'entre les participants en réalité. Alors, on a également dans l'étude lundi vert une mesure, finalement, une sorte de continuum végétarien-omnivore qui était proposée. Et donc, le fait de se définir comme étant plus ou moins omnivore, en fait, est inversement lié à l'adhésion, à la dimension éthique. C'est-à-dire ceux qui sont végétariens pour des raisons éthiques, eh bien, sont beaucoup plus effectivement sur le pôle végétarien en réalité. Voilà, donc, sur ce continuum. Alors que c'est beaucoup moins marqué pour la motivation environnementale qui, manifestement, est la motivation la plus partagée, finalement. Donc, finalement, si l'on souhaite toucher le maximum de personnes avec le moins de résistance, c'est bien cette motivation environnementale qui doit être mise en avant par rapport à la motivation sanitaire ou la motivation éthique. Alors, il est vrai, on fait partie effectivement des choix qui aujourd'hui encore sont très minoritaires, je le disais, autour de 5%, alors de moins en moins de plus en plus de végétariens chez les plus jeunes, mais dans la population générale, c'est 5% à peu près, sur les enquêtes récentes de France Agrimaire. Des pays évidemment européens où les proportions sont plus importantes, mais on reste effectivement encore assez bas en moyenne. Et c'est lié aussi à des résistances sociales, je le disais. Donc voilà, des personnes qui adoptent le choix végétal suscitent davantage de réactions négatives. Et puis, il y a des aspects de personnalité. Donc, je le disais, le choix végétarien étant un choix minoritaire, il n'est pas étonnant qu'il soit inversement lié au conservatisme social et par contre qu'il soit prédit par des dimensions comme l'ouverture au changement.
Par ailleurs, des personnes qui ont un niveau d'études plus élevé sont également plus réceptives au choix végétal. De même, une étude dans un journal prestigieux anglais il y a quelques années montrait que des personnes qui avaient un QI plus élevé à 8 ans étaient généralement plus enclines à être végétariennes à l'âge de 30 ans. Comme si finalement la réceptivité aux arguments du végétarisme impliquait une sorte de sophistication cognitive. Donc l'idée, c'est bien que si on veut convaincre la population générale de s'intéresser au choix végétarien, il faut évidemment des arguments simples, des arguments qui mettent en avant le fait que l'alimentation végétale est une alimentation qui relève effectivement d'un patrimoine culinaire, et puisqu'on a vu tout à l'heure que l'ouverture au changement était liée au choix végétal, ça veut dire qu'il faut ne pas faire peur à la population et au contraire rappeler, comme l'a fait François Mariotti d'ailleurs dans son exposé sur le lundi vert, qu'on a un patrimoine alimentaire, effectivement les haricots rouges, les lentilles, toutes sortes d'aliments excellents pour la santé, qui sont des aliments français, qui en tout cas sont cultivés en France. Donc toutes les résistances qui finalement peuvent résulter du fait que l'on peut associer le végétal à un certain groupe social qui sont effectivement des urbains, CSP++, ça fait partie des résistants, donc il faut, je dirais, limiter cette représentation et essayer justement d'acclimater le choix végétal avec des valeurs qui sont des valeurs entre guillemets françaises, en tout cas compatibles avec notre identité. Voilà pour les grandes lignes. Donc, en conclusion, eh bien, une opération, donc lundi vert, qui se poursuit. On a le projet, donc l'an prochain, de lancer le lundi vert dans les hôpitaux. Et encore une fois, avec choix, c'est-à-dire que ça ne sera pas par défaut, c'est bien les personnes qui devront décider si elles choisissent un choix alimentaire, un peu alimentaire végétarien le lundi. Lundi vert, donc c'était une initiative qui a permis d'identifier finalement certains freins, mais aussi certaines ressources. Le bilan de l'opération quantitative va donc être disponible sur le site lundi vert. Et puis, si vous souhaitez avoir des informations sur les prochaines campagnes, bien sûr, on peut tout à fait vous les transmettre. Voilà, merci pour votre attention. Les publications également qui ont été réalisées sont disponibles sur demande. N'hésitez pas à me contacter pour cela. Merci à vous, et donc je suis ouvert à vos questions tout à l'heure si vous le souhaitez. Merci Laurent Beck-Shankland, merci pour la qualité de l'exposé et aussi pour le timing qui est parfait. Je vais maintenant donner la parole à Cécile Piquemal, donc chef de projet du projet alimentaire de territoire du Haut-Allier en Lozère, qui va nous en dire un peu plus justement sur les projets alimentaires de territoire et qui va pouvoir nous parler de l'initiative des alimentations saines et gourmandes qui est actuellement en train d'être mise en place en Lozère. Pendant ce temps, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être venus. Du coup, je me représente vite fait, donc Cécile Piquemal. Je suis chargée de mission sur un PAT, donc projet alimentaire de territoire, sur le Haut-Allier, donc nord-est de la Lozère. Du coup, le PAT du Haut-Allier, il est porté par une communauté de communes, donc pour vous resituer, nord-est de la Lozère, une communauté de communes qui comprend une dizaine de communes pour à peu près 5000 habitants. Donc, on est sur un territoire rural. C'est un projet qui est également coporté par la Chambre d'agriculture du département. Et l'objectif de ce projet général, c'est de venir améliorer et construire un système alimentaire qui va être plus sain, plus juste et surtout plus durable. Et donc, au sein de ce projet, plusieurs petits projets, dont les ateliers d'alimentation saine et gourmande, dont je vous parlerai par la suite. Mais avant, je vais peut-être revenir un petit peu sur ce qu'est un PAT, parce qu'on peut comprendre que ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, un PAT, c'est projet alimentaire de territoire. C'est une labellisation nationale qui est prévue dans la loi depuis 2014. Et donc, les PAT, ce sont des projets qui s'appuient en général sur des diagnostics qui font les lieux de la production agricole et alimentaire du territoire, qui font aussi un état des lieux du besoin alimentaire et qui identifient évidemment les atouts et les contraintes sociales et socio-économiques, environnementales, de santé d'un territoire en particulier. Et du coup, à la suite de ce diagnostic, le PAT est élaboré de façon totalement concertée avec l'ensemble des acteurs du territoire qui souhaitent s'emparer de cette question de l'alimentation. Et du coup, à travers ce projet, 2 objectifs principaux. Venir donner évidemment un cadre stratégique et opérationnel pour des actions entre partenaires qui permettent de répondre de façon totalement ciblée
aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé d'un territoire en particulier, et ainsi de faire de l'alimentation vraiment un axe intégrateur qui met en cohérence toutes les politiques sectorielles du territoire dont on parle. Donc, ça permet d'avoir une vision très globale de l'alimentation et de travailler sur toutes ces thématiques et d'avoir vraiment une réflexion transversale et d'inclure vraiment cette question de l'alimentation à travers l'ensemble des enjeux et des problématiques du territoire. Et donc, les enjeux, ils abordent à peu près 3 dimensions. Donc, une dimension plutôt économique, à travers tout ce qui est structuration et consolidation des filières, rapprochement offre-demande, préservation des espèces agricoles, etc. Une dimension plutôt environnementale, avec développement de la consommation de produits locaux et de qualité sur le territoire, préservation de l'eau, valorisation des modes de production agroécologiques, souvent du travail contre pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, une dimension plutôt sociale, avec tout ce qui est éducation à l'alimentation, accessibilité sociale, valorisation du patrimoine, etc. Et donc, à travers ces 3 dimensions, on essaie de faciliter l'ancrage territorial par l'alimentation. Et donc, pour les PAT, l'autre avantage, c'est de pouvoir associer une diversité d'acteurs assez incroyable. Donc, on peut associer des agriculteurs, la société civile. Donc, société civile, ça comprend toutes les associations de nos territoires, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les entreprises de transformation, distribution, commercialisation, les organismes d'appui et de recherche, et effectivement les collectivités territoriales, les services de l'État et des financeurs qui sont souvent des financeurs publics. Donc le PAT, pour résumer, c'est un projet qui permet d'avoir une approche vraiment transversale de l'alimentation, de faire de l'alimentation un axe intégrateur sur le territoire et d'associer une pluralité d'acteurs pour travailler ces questions-là et ces thématiques-là. Donc, d'un point de vue un peu plus concret, qu'est-ce que ça donne? Donc, sur le Haut-Allier, le PAT il a été lancé par le CLS, donc Contrat local de santé, qui a réalisé un premier diagnostic en 2018 qui portait sur l'alimentation des familles et les approches alimentaires au sein des restaurations collectives. Donc, ce premier diagnostic il a permis la création du PAT. S'en est suivi un deuxième diagnostic, cette fois, qui a été porté par la Chambre d'agriculture et qui fait un état des lieux de l'offre alimentaire locale sur le territoire et de ses adéquations avec les besoins de la restauration collective, notamment pour sa mise en place de la loi Egalim. S'en suivra du coup une 3e phase de diagnostic, plutôt pour 2023, qui sera une phase de mutualisation de ces données, de toutes ces données, et la recherche des données complémentaires et manquantes pour faire un réel diagnostic alimentaire. Donc ce premier diagnostic notamment, et le deuxième, ont permis de construire 5 axes de travail qui permettent de travailler l'alimentation en transversal. Donc, un premier axe de travail qui va venir se focaliser sur la structuration de l'offre. Donc, on va avoir essentiellement des projets agricoles. Un deuxième axe de travail qui va porter essentiellement sur l'accessibilité, donc plutôt tout ce qui est précarité alimentaire. Un 3e axe de travail sur la restauration collective, et notamment la mise en place de la loi Egalim. Enfin, un axe 4 qui est plutôt sur la sensibilisation et l'éducation à l'alimentation durable, à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et un dernier axe qui est plutôt gouvernance et patrimoine. Donc, gouvernance sur la question de comment associer l'ensemble des parties prenantes d'un territoire dans les décisions qui sont prises au sein de ce PAT et tout ce qui est valorisation du patrimoine culinaire. Donc, dans chacun de ces axes de travail, différents porteurs de projets, donc ça peut être des associations, des collectivités, des chambres consulaires, portent des projets pour arriver à mailler le territoire et construire un réel système alimentaire plus durable. Donc là, c'est très synthétique, tous les partenaires ne sont pas représentés, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de la diversité des partenaires. Donc, par exemple, pour l'axe 1, qui est tout ce qui est agricole, évidemment, on retrouve la Chambre d'agriculture. Également, donc, les fermes bio, c'est un collectif d'éleveurs du territoire. Pour l'axe 2, on va retrouver des partenaires un peu nationaux qui se retrouvent dans tous les territoires, donc le Secours populaire, il y en a énormément d'autres. Le CPIE aussi, donc Centre permanent d'initiative à l'environnement. Et on retrouve également des partenaires qui sont vraiment spécifiques au territoire. Donc, je repars sur les fermes bio, collectifs d'éleveurs, les FADREL, qui est une association culturelle, l'association culturelle du territoire. Savoir en sol, qui est une association d'éducation à l'environnement. Donc, c'est ça que permet le PAT, c'est de travailler avec des institutions qui sont globalement à peu près présentes sur tous les territoires et avec des associations ou des collectivités qui sont vraiment spécifiques et qui permettent de répondre au mieux aux problématiques et aux enjeux du territoire. Donc après, sur le côté, je vous ai remis le logo de la Comcom qui porte le PAT et des financements, comme je vous le disais, essentiellement publics, notamment via le plan de relance et le PNA, donc Programme national pour l'alimentation.
Donc, pour vous resituer, donc ça, c'était vraiment un contexte très global. Et donc, maintenant, je vais vous parler des ateliers de l'alimentation saine et gourmande, qui est un projet qui s'inclut dans l'axe 4, donc plutôt tout ce qui est sensibilisation et éducation. Donc, c'est un projet qui est porté par la communauté de communes, qui est mis en place par CPIE de la Lozère. L'objectif, c'est de venir toucher des personnes, donc bénévoles, volontaires plutôt, pas bénévoles, pour travailler sur le mieux manger. Donc, le mieux manger, on l'a défini comme étant manger plus local et plus bio, tout en maîtrisant son budget. À savoir qu'au départ, le projet, c'était manger mieux en budget constant, sachant que le projet s'est lancé en avril 2022, donc pas très longtemps après le conflit ukrainien. On s'est dit que ce serait difficilement tenable d'avoir un budget constant, donc on a plutôt mis en maîtrisant son budget au vu de l'inflation partout en France. Donc l'objectif de ce projet, c'est de venir accompagner les changements de pratiques alimentaires sur le territoire, également de venir identifier de nouveaux acteurs de la société civile qui sont intéressés par cette question de l'alimentation et qui sont prêts à faire la démarche de changer leurs pratiques alimentaires. Également, de démontrer de façon conviviale qu'on peut avoir une alimentation plus saine, plus bio et plus locale en maîtrisant son budget. Et donc, d'un point de vue organisationnel, c'est l'ouverture d'un programme à l'ensemble des foyers volontaires. Donc, plusieurs notions dans cette phrase-là. Les foyers, on l'a défini comme étant toute personne, donc en couple, célibataire, famille avec ou sans enfants, personne seule, tout âge confondu. Et le programme, donc il y a 2 programmes, un par an, donc un sur 2022, un sur 2023, avec 6 ateliers par programme, donc 12 ateliers au total. Les ateliers, chaque atelier a une thématique différente, donc ça peut être des échanges cuisine, des visites de ferme, des ateliers jardinage, etc., avec, si possible, une régularité d'un atelier à l'autre, donc une échelle de temps assez identique entre chaque atelier. Donc, pour résumer, on invite des foyers volontaires à venir échanger autour des bonnes pratiques pour consommer bio et local, visiter des fermes et vraiment essayer en profondeur de modifier les comportements alimentaires. Donc, à ce jour, sur le premier programme qui est en cours, on a réalisé 3 premiers ateliers. Le 4e ne devrait pas tarder à se mettre en place. Donc, lors du premier atelier, on a demandé aux participants, notamment via un photolangage, ce qu'ils aimeraient venir changer dans leur alimentation pour qu'elle soit plus saine et plus savoureuse. Donc, ce qui est ressorti, c'est de consommer davantage de légumes, de retravailler les cuisines traditionnelles, sortir de ces cuisines traditionnelles pour pouvoir découvrir d'autres légumes, d'autres légumineuses et cuisiner autrement. Donc, d'un point de vue difficulté et solution, lors du premier atelier, ce qui est ressorti, c'est que les participants sont déjà des personnes qui sont sensibilisées au manger bio, au manger local, qui ont déjà des pratiques, on va dire, bio et locales dans leur façon de consommer, mais qui ont du mal à se réinventer, qui ont du mal à sortir de la cuisine traditionnelle et qui, du coup, se heurtent facilement, qui n'arrivent pas à découvrir de nouveaux légumes ou d'avoir, par exemple, comme le disait Laurent, une alimentation plus végétale, du fait de leur manque de créativité et d'innovation dans la cuisine. Du coup, ce qui a été imaginé, c'est de partir directement sur des ateliers vraiment pratiques cuisine pour augmenter leur créativité, pour que les participants puissent prendre l'initiative de par eux-mêmes de cuisiner autrement et par ce biais-là de changer leur comportement alimentaire. Également, peu de participants, un problème de mobilisation des participants, avec la moitié des participants qui n'ont pas souhaité revenir car pas intéressés par l'atelier. Donc, ce qui a été prévu, ça a été une 2e phase de communication pour mobiliser à nouveau du monde en venant, donc le 2e atelier qui devait être un atelier exclusivement cuisine, on l'a imaginé comme étant un atelier cuisine et en même temps identique au premier atelier pour pouvoir resensibiliser, représenter le programme et ce qu'il allait s'y faire. Donc sur le 2e atelier, on a refabriqué la même chose que le premier. On a quand même inclus cette dimension atelier cuisine avec notamment la fabrication de crackers et de tartinables, donc autour de l'apéritif, parce que c'est convivial. On avait peu de temps puisqu'il fallait également expliquer le programme aux nouveaux participants et que l'apéritif, c'est une notion qui était ressortie au premier atelier avec peu d'imagination, on va dire, pour imaginer un apéritif fait maison. Ça a permis notamment des échanges autour du faire soi-même, du cuisiner ensemble et d'un point de vue plutôt technique, donc les fibres alimentaires et leur importance au sein de la santé. La difficulté, du coup, toujours la même, c'est qu'on a du mal, les participants ont du mal à se réinventer, à trouver des solutions innovantes, notamment pour surmonter le frein majeur qui est le frein prix pour des produits plus bio et plus locaux. Donc l'objectif, la solution qu'on a envisagée, c'est de faire adhérer encore plus de monde, diversifié avec plus de jeunes, plus de personnes qui viennent d'arriver sur le territoire
pour donner une dimension nouvelle, redynamiser le groupe et apporter cette dimension créativité culinaire qu'on n'a pas forcément au sein du groupe actuel. Donc, sur le troisième atelier, on a quand même échangé autour des trucs et astuces pour cuisiner moins cher en restant sur du bio et du local parce que le frein prix était vraiment très important pour les participants. Donc, vous avez à peu près toutes les notions abordées sur la partie de gauche, à gauche du diapo. Mais globalement, c'est toujours un peu la même chose, hein, manger moins de viande, cuisiner soi-même, favoriser les circuits courts, etc. On avait également demandé aux participants d'amener les étiquettes de leurs produits préférés pour pouvoir échanger autour de l'origine des produits, des labels, des ingrédients et de la nutrition. Et toujours la même difficulté, toujours peu de monde. Donc, on était vraiment dans une phase de re-questionnement de la communication, à savoir est-ce que les gens ne viennent pas parce que ça ne les intéresse pas ou est-ce que les gens ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas connaissance de l'existence de ces ateliers. Et donc, le quatrième atelier, il aura lieu bientôt. Et ce sera une visite de ferme en caprin-lait avec transformation du lait pour faire du fromage de chèvre à la ferme. Et donc, d'un point de vue objectif d'évaluation, on va demander de revenir sur les objectifs d'évaluation. Donc, 4 grands objectifs à valider, à savoir est-ce qu'on a une diversité des publics, quelles sont les raisons de participation des personnes volontaires, est-ce que les personnes qui viennent sont contentes, est-ce qu'elles viennent souvent, avec est-ce qu'elles viennent souvent, est-ce qu'elles suivent le programme vraiment atelier par atelier. Évidemment, évaluer l'impact du programme sur les pratiques alimentaires et les budgets des foyers. Donc, pour le premier objectif d'évaluation, très simple, chaque personne qui rentre dans le programme s'inscrit via une fiche d'inscription, nom, prénom, genre, tranche d'âge, nom de personne employée, commune et coordonnées. Donc, si on analyse ces données-là, on s'est vite rendu compte qu'effectivement, plus de 70% des participants sont des femmes. Donc, on s'en doutait un petit peu, puisqu'en général, les femmes sont les personnes qui s'occupent de l'alimentation et des repas au sein des foyers. Donc, l'objectif pour le prochain programme, c'est d'essayer d'insérer un peu plus d'hommes dans ces ateliers, parce qu'ils participent aussi à cette thématique-là dans les foyers. Sans surprise également, à peu près 50% des participants sont des personnes de 60 ans et plus, donc des retraités. Du point de vue participant, c'est eux qui nous l'ont fait passer. C'est que les personnes retraitées ont un peu plus le temps de se consacrer à ces ateliers qui, pour l'instant, ont lieu le vendredi soir. Et l'autre tranche d'âge qui est vraiment représentée, c'est les 25-59 ans, qui nous ont également spécifié qu'ils ne venaient pas forcément de façon régulière, parce que le vendredi soir, ce n'est pas forcément évident, c'est la fin de semaine, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de venir. Et donc, sans surprise, le nombre de personnes dans le foyer, c'est extrêmement corrélé avec l'âge, puisqu'il y a exactement le même pourcentage de personnes ayant 60 ans et plus qui font partie d'un foyer avec seulement 2 personnes. Et ensuite, dans le reste des foyers, on a une personne seule, et ensuite, c'est des familles, donc parents-enfants. Donc, d'un point de vue représentativité, on en a conclu que par rapport au nombre de personnes dans le foyer, c'était assez diversifié. On pourrait l'être un peu plus, mais on n'est déjà pas trop mal. D'un point de vue âge, le prochain programme, c'est d'associer des personnes de moins de 25 ans pour essayer de redonner cette dynamique créative en cuisine qui n'existe pas pour l'instant. Et d'un point de vue géographie, donc on a des personnes qui viennent d'un peu partout sur la communauté de communes. Savoir que la mobilité, c'est un réel frein sur le territoire. Et le point positif qu'on a de cette petite carte, c'est que la personne qui vient le plus loin, donc le point tout en haut ici, elle est venue, c'est la seule personne qui est venue à tous les ateliers. Donc, c'est bien la preuve que si ça nous intéresse, la distance n'est pas forcément un problème. Voilà. Mais d'un point de vue diversité géographique, vu que la mobilité, c'est un frein, on est parti du principe qu'on n'était pas trop mal non plus pour l'instant. Pour le deuxième objectif, qui était d'évaluer les raisons de participation, donc on n'a pas évalué exactement les raisons de on a plutôt évalué la vision initiale de l'alimentation via un photolangage et non pas un questionnaire. Et donc, pour le premier programme, ce qui est ressorti, c'est qu'une alimentation saine et gourmande, c'est avoir une alimentation diversité, avoir plus de proximité avec ses producteurs, cuisiner soi-même, faire avec des produits naturels, faire ses courses au marché, ça rejoint la proximité producteur-consommateur. Donc, ça revient à ce que je disais au début, on avait déjà des participants qui étaient sensibilisés au manger local, tout du moins, manger bio aussi, pas mal, notamment avec cette proximité consommateur. En termes de participation des publics, c'est là le plus gros frein, on va dire, du programme. C'est qu'on a toujours le même nombre de participants, mais c'est jamais le même en fait.
il n'y a qu'une seule personne qui a fait tous les ateliers. Et après, chaque atelier, il y a des nouvelles personnes. Et donc, ça nous pose des problèmes, notamment pour évaluer le dernier objectif, qui est l'évolution des comportements, puisque pour changer de comportement, comme l'a dit Laurent, c'est quelque chose qui se fait sur du très long terme, c'est quelque chose qui se fait pas à pas, il faut avoir une continuité pédagogique dans l'apprentissage, et pour le coup, ça, on ne l'a pas forcément, puisque les participants ne reviennent pas forcément d'un atelier à l'autre. Donc, sachant qu'on n'a fait que 3 ateliers, donc en avril, mai et juin, on a fait une coupure pour les vacances d'été, et on va reprendre maintenant. Donc, pour le prochain programme, on sait d'emblée qu'on a un problème de motivation des participants à revenir de façon régulière. Donc, le break pour les vacances d'été, c'est très difficile après de remobiliser les gens derrière. Donc, par exemple, pour le prochain programme, ce sera entre janvier et juin pour qu'il n'y ait pas cette énorme coupure et qui fasse naître encore un peu plus de démotivation, on va dire, de la part des participants qui viennent déjà. Et pour ce qui est évaluer l'impact du programme sur les pratiques alimentaires et le budget, donc sur les comportements alimentaires, ça va être discutable. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, les personnes ne reviennent pas forcément d'un atelier à l'autre. Donc, pour modifier son comportement, ça va être difficile. On se heurte vraiment à la créativité en cuisine. Donc, pour le prochain programme, ce sera essentiellement des ateliers cuisine, des ateliers de créativité en cuisine pour stimuler les participants, vraiment dans cette difficulté qui est absolument à surmonter. Et pour ce programme-là, on s'est du coup peu axé sur le budget. C'était un peu nouveau, il y a eu l'inflation, il y a eu beaucoup de revirement de situation, on va dire ça comme ça. On avait aussi un questionnaire de suivi des budgets qui était très complexe à remplir, donc une simplification de ce côté-là. Mais pour le premier programme, ça va être quelque chose qui va être difficilement évaluable. Mais on mise tout sur le prochain programme, c'était un peu un programme pour se lancer. Voilà, j'espère que... Je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas pris trop de temps par rapport à ce qui était prévu. Merci à nos 2 intervenants. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant à la partie des questions. Donc déjà, merci aux personnes qui ont envoyé des questions sur le chat. Vous pouvez continuer à en poser au fur et à mesure des questions. Donc, je vais reprendre plutôt les questions plutôt dans l'ordre chronologique, à la fois dans laquelle elles sont arrivées, mais aussi l'ordre chronologique vis-à-vis des présentations. On a une première question qui concerne effectivement l'alimentation sans viande, l'alimentation végétale. Alors, comme les personnes ne se sont pas forcément identifiées, je suis désolée, je ne vais pas forcément les citer, mais voilà, je ferai en sorte de les restituer de la manière la plus fidèle possible. La première question portait sur la restauration scolaire. Elle était davantage adressée à M. Begg-Shankland, me semble-t-il. C'était plutôt une remarque, en fait. C'est la restauration scolaire associe végétarien à sans porc. Donc, c'est difficile d'avoir des menus végétariens équilibrés encore aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce sujet, Laurent, par rapport à ça, M. Begg-Shankland. Oui, alors écoutez, je crois que c'est un processus qui prend du temps. Les municipalités s'y mettent de plus en plus. Depuis la loi Egalim, il y avait une expérimentation d'1 jour par semaine. Bien sûr, là, tout l'enjeu, c'est d'arriver à remplacer correctement, à la fois évidemment pour que toutes les nécessités nutritionnelles et également le plaisir soient de la partie. Le fait qu'évidemment, il y ait je dirais, l'association entre végétarien et sans porc, ça peut être évidemment un plus puisque ça peut donner une convergence. Ça peut finalement répondre à des attentes parentales dans le contexte de la cantine qui sont croisées. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais bien sûr, tout l'enjeu, c'est d'arriver, et je crois que, j'ai le sentiment tout de même que la majorité des services de cantine scolaire ont ce souci de l'équilibre alimentaire. Ça n'est pas le cas, bien sûr, lorsque les plats végétariens ne sont pas mis en place et que là, les enfants végétariens sont obligés, évidemment, de prendre ce qu'il y a. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un processus d'évolution qui est enclenché, mais il est important de soi-même et éventuellement d'inciter les autres à le faire, d'écrire aux municipalités, de faire savoir aux services de cantine scolaire si nécessaire et d'insister.
pour que justement il y ait cette prise de conscience que c'est une vraie attente sociétale, c'est-à-dire que ce n'est pas un luxe ou bien une lubie, mais c'est bien quelque chose qui relève d'une préoccupation sanitaire, environnementale, éthique. Je crois qu'en tout cas, c'est comme cela que ça rentrera dans l'œuvre. C'est évidemment difficile pour les services de restauration de se mettre à jour, hein. C'est parce que les personnels n'ont pas été formés aujourd'hui, en tout cas de façon avancée, donc il faut qu'ils se forment et ça prend du temps. Je sais que, alors j'ai oublié de le dire effectivement dans mon exposé, mais lorsque nous avons lancé le lundi vert, très peu de temps après, j'ai été reçu par les directeurs généraux des CROUS de France, et qui ont voté à l'unanimité la mise en place du lundi vert dans la restauration universitaire. Et donc, plus d'une cinquantaine de restaurants universitaires ont mis en place le lundi vert quelques mois après le lancement national. Et donc, eh bien, ils ont enclenché également la formation de leur personnel pour que l'alimentation végétale soit de plus en plus adaptée aux attentes des étudiants. Ça prend du temps. À la fois, évidemment, il faut faire ce qu'on veut, mais je dirais, il est souhaitable d'être patient parce que, bien sûr, les personnels ne peuvent pas être remplacés pour cela. Et en même temps, ne rien lâcher, c'est-à-dire faire savoir systématiquement aux municipalités lorsque ça ne va pas. Voilà. Merci pour votre réponse. J'en profite pour vous dire que Laure Hatchersegli vient de vous signaler sur le chat qu'une municipalité pionnière sur les enjeux de qualité alimentaire à la cantine et d'alimentation locale, c'est la cantine de Mouans-Sartoux, donc dans les Alpes-Maritimes, si je ne me trompe pas. Et donc, vous avez le lien également. Une autre question, vous l'avez abordé au cours de votre présentation. Peut-on dire que la consommation journalière de viande est récente et qu'avant, on ne consommait qu'une seule fois de la viande par semaine? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, il y a 50 ans, la consommation de viande a été multipliée, je crois, par 5 ou par 7 depuis une cinquantaine d'années, ou soixantaine d'années en France. Donc oui, il y a eu vraiment un développement de la consommation de viande et elle continue à se développer, hein. Dans les pays comme la Chine, par exemple, la consommation de viande augmente de plus en plus. Donc ça va de pair, évidemment, avec l'élévation du niveau de vie. Et même si aujourd'hui, en France, les populations qui consomment le plus de viande sont les populations qui sont finalement les moins favorisées, mais elles consomment de la viande de qualité, de faible qualité, certainement. Mais on a effectivement une explosion de la consommation de viande, développement de l'agriculture, de l'élevage intensif, comme vous le savez, hein, on parlait tout à l'heure du cochon, 95% des cochons sont élevés en batterie, par exemple. Bon, c'est spectaculaire, hein. Et donc, on a bien sûr une offre qui s'est largement développée, un marketing qui, évidemment, nous a amené aussi à en consommer de plus en plus, en nous faisant croire qu'il fallait en consommer tous les jours. Et je crois qu'il faut maintenant mettre le pied sur la pédale de frein. Et puis surtout, regarder ce qui est intéressant, c'est-à-dire s'initier à l'alimentation végétale et je dirais à des substituts qui sont encore une fois qui puissent entrer en concurrence directe et favorable avec la viande. Merci. Une participante qui nous fait remarquer que dans sa collectivité, il y a pour les familles au choix un menu avec viande et un menu sans viande. Dans celui-ci sont proposées des légumineuses, des œufs et du poisson. Et de plus, un jour par semaine, il y a également un menu végétarien. Donc, on a là, me semble-t-il, un exemple d'une initiative qui peut être poursuivie, encouragée. Je me permets de réagir. Voilà, en tout cas, le sans viande, mais avec poisson, la question se pose encore une fois. Si l'on souhaite atteindre, disons, des buts environnementaux, la surpêche, c'est un problème qui est bien identifié. Santé publique France même évoquait les risques associés aux métaux lourds dans les poissons. Donc, la limitation de consommation de poissons n'est pas non plus, je dirais, inutile, hein, avec cadmium, nickel, arsenic. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des choses. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on sait que les poissons ne sont pas des végétaux, des êtres qui également ne sont pas ravis de se faire pêcher, certainement. Et donc, je crois que ça fait partie des choses qui peuvent nous toucher. Merci. Alors justement, j'en profite pour rebondir comme j'ai la main. J'en profite aussi pour poser une question moi, qui m'est venue sur ces questions-là au moment de votre présentation. Il me semble, mais vous me dites si ma vision est erronée, qu'on a actuellement beaucoup d'informations en fait sur le bien manger. On va parler du glucose, des sucres. Enfin, il y a cette question de savoir un petit peu
comment se repérer et comment accompagner les publics que l'on accueille dans ce repérage. Il me semble qu'il y a énormément d'informations et souvent d'informations contradictoires. Qu'en pensez-vous ? Rapidement, je crois qu'il y a effectivement des signaux qui ont été proposés pour aider toutes les populations à décrypter la qualité nutritionnelle des aliments. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais moi, je pense que, en tout cas, les avantages sont bien supérieurs aux inconvénients des questions comme le Nutri-Score, qui permettent justement peut-être de faire des choix. Alors, encore une fois, je ne dis pas que ça soit forcément adapté tout le temps, mais le plus souvent, ça permet effectivement d'avoir une idée quand même de la qualité nutritionnelle de certains aliments. Donc, ça fait partie des balises qui sont très grossières, évidemment, et encore une fois, qui sont critiquables, mais qui sont, à mon avis, c'est encore plus critiquable de ne rien faire, parce que finalement, on laisse aux industriels la capacité d'attirer des achats par des emballages et par des publicités qui finalement nous font totalement oublier ce qu'ils nous font manger. Le Nutri-Score, ça a l'avantage quand même de cadrer un peu les choses, même si ce n'est pas la panacée. Donc, il y a effectivement cela. Après, une des urgences, certainement, et qui nous concerne tous, c'est d'arriver à rappeler comment, finalement, on cuisine des choses toutes simples. Voilà. Comment est-ce qu'on fait tremper des pois chiches? Comment est-ce qu'on cuisine des haricots rouges? Quels sont les trucs pour que les gens… Alors, ça va vous sembler totalement, je dirais… trouvons le mot, prosaïque. Mais par exemple, si vous n'expliquez pas aux gens qu'il faut abondamment rincer les pois chiches avant de les consommer, le simple fait de ne pas le faire vous convainc que ça ne vous convient pas, parce qu'en fait, les pois chiches qui ne sont pas bien rincés produisent des mouvements ballonnement digestif, des flatulences qui, en fait, sont rédhibitoires. Donc, vous commencez une fois, deux fois, et après, vous arrêtez, parce qu'en fait, vous n'avez pas compris que si vous ne faites pas ce qu'il faut avec les pois chiches, c'est valable pour d'autres légumineuses. Hein. Donc, il y a, je dirais, simplement la préparation, mais avant cela, le soin apporté à leur préparation et à leur, je dirais, voilà, le trempage et le nettoyage, ça peut permettre de modifier également le rapport qu'on a à ces aliments de base. Quoi. Mais s'il y a des résistances, il faut arriver à les identifier. Et parmi ces résistances, il y a évidemment la capacité à les cuisiner et à bien les cuisiner. Merci. Des questions maintenant plus spécifiques pour l'initiative Lundi Vert. Est-ce que vous avez observé des écarts importants d'adhésion au Lundi Vert entre un public urbain et rural ? Alors, ça n'est pas ressorti vraiment, effectivement. La raison tient au fait que beaucoup de personnes, finalement, je dirais, rurales, sont en fait des anciens urbains qui se mettent au vert. Donc, ce qui est vraiment discriminant, c'est plutôt la CSP des participants. Voilà, ça, c'est un point important. Des participants de CSP plus élevés, je le disais, sont plus réceptifs. Et l'un des enjeux, évidemment, de la sensibilisation au végétal, c'est bien d'essayer de casser la tentation que nous en avons d'aliments effectivement élitistes, liés à une mode. C'est d'ailleurs ce qu'ont essayé de faire effectivement les personnes qui ont contesté le Lundi Vert. Hein. C'était voilà, une initiative de bobos parisiens, d'acteurs. Bon, je pense que c'est, je dirais, dans un certain sens, on peut comprendre que cette caricature émerge parce que clairement, la physionomie, la sociologie, la démographie des personnes sensibles au végétal, clairement, évidemment, elle vient de groupes qui ont un niveau d'éducation, qui ont des références culturelles qui se distinguent. Encore une fois, il faut arriver à trouver quels sont les points communs et les points de jonction avec toute la population, parce qu'on a, avec la conviction, bien sûr, encore une fois, que les bénéfices sont généralisables. C'est bien l'idée. On n'est pas là face à une alimentation élitiste. Encore une fois, consommer des haricots rouges, des pois chiches, des fèves, c'est quelque chose qui, au contraire, a pu être associé à une situation modeste. Donc, encore une fois, par contre, l'enjeu, c'est d'arriver, encore une fois, à apporter des clés pour cuisiner. Merci. Alors, j'en profite pour rebondir sur deux questions en même temps avec ce que vous venez d'avancer. Il y a la question, effectivement, vous l'avez évoqué, que les PCS, les CSP, les catégories socio-professionnelles ont un impact fort sur les pratiques alimentaires. Donc, la première question, c'est qu'en est-il au niveau de l'âge? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge
ils consomment plus végétal que d'autres. Et avec ce que vous venez de dire, j'en profite pour doubler la question, mais vous avez le temps d'y répondre, par une question que Laure posait, qui est autant pour vous, Laurent Beck-Shankland, que pour Cécile Picmal. C'est qu'on voit bien que ces initiatives visent à provoquer des changements de pratiques, en rôle principalement des personnes ou des familles déjà sensibilisées, donc de fait des personnes au statut plus ou moins élevé. Et donc, comment amener des personnes ou des familles issues de catégories moins favorisées à aller sur ces terrains-là? Donc, l'âge et la question de comment sensibiliser les personnes moins favorisées. Merci. Alors, pour l'âge, simplement, il y a deux mouvements distincts. Le premier, c'est qu'effectivement, la réceptivité à l'innovation, je dirais, culinaire, elle va être plus forte chez les populations plus jeunes. Les végétariens sont en plein développement, chez les étudiants, les véganes aussi. Donc, on a vraiment l'âge fait partie évidemment des facteurs de réceptivité culturelle. C'est vrai d'ailleurs chez les primates. Les innovations culturelles sont également plus adoptées chez les jeunes que chez les plus âgés. Donc, on a évidemment cette dimension-là, la flexibilité cognitive, la curiosité sont hélas un peu émoussées chez les plus âgés. Et donc, le facteur, en tout cas, la représentation que les gens ont de l'alimentation végétale chez les personnes plus âgées, elle va être beaucoup moins réceptive. Par contre, les personnes plus âgées, par ailleurs, découvrent qu'elles ont besoin de moins d'apport en viande. Et finalement, leur appétence même peut parfois être plus limitée. Donc, ça peut être un allié, c'est-à-dire que finalement, on peut imaginer de trouver des éléments d'argumentation qui permettent de répondre à ces groupes d'âge qui sont distincts. Mais en tout cas, le mouvement général, c'est clairement qu'effectivement, dans la mesure où l'alimentation végétale est une innovation sociale et est présentée, en tout cas aujourd'hui pour l'essentiel, comme quelque chose qui est une évolution culinaire, les personnes plus âgées, ils sont globalement moins réceptives, malgré le fait que leurs besoins et leur appétence même pour la viande semblent diminuer. Ensuite, juste, pardon, je vous coupe, mais par rapport au lundi vert, de fait, vous avez pu, en termes d'âge, les personnes qui ont été intéressées par l'initiative, vous avez vu, je ne sais pas, de fait, davantage de jeunes, par exemple, s'y associer? Alors, ce n'était pas flagrant. Oui, il y avait un effet qui était lié à l'âge, mais c'était pas de très loin, ce n'était pas le facteur le plus important. C'est pas un facteur. Voilà, les facteurs culturels en tant que tels, c'est-à-dire effectivement, lorsqu'on mesure l'âge, mais qu'on mesure aussi d'autres facteurs, c'est bien les autres facteurs finalement, comme par exemple la PCS ou bien l'ouverture, même les ressources économiques, ça va avoir un poids important. Merci. Je vous laisse répondre de fait à ma deuxième question. Désolée, je vous fais des questions à tiroir sur la question de toucher des personnes moins favorisées. Comment faire, du coup, pour influencer ces pratiques alimentaires? Bon, là, je crois qu'il y a beaucoup de place pour l'initiative, l'exploration, l'expérimentation. Mais je dirais la clé, c'est bien sûr d'arriver à offrir quelque chose qui est bénéfique, qui a de la valeur pour les bénéficiaires. C'est pas de vendre quelque chose de nouveau ou de promouvoir un modèle culturel, mais c'est plutôt d'apporter des solutions très concrètes aux besoins des personnes concernées. Et pour cela, je dirais, il y a la seule voie qui soit valable, c'est la voie de l'échange, de la pédagogie. Et donc, quels sont les bénéfices? Je dirais, on peut évidemment assez aisément repérer les bénéfices économiques, c'est-à-dire acheter 1 kilo de lentilles ou de légumineuses, ça va être un bénéfice. Enfin, ça va être beaucoup plus intéressant que d'acheter 1 kilo de viande. Donc, on va pouvoir mettre en avant cela. On peut également, bien sûr, mettre en avant les arguments très transversaux que j'ai déjà évoqués, participer à un effort social concernant l'environnement et les questions éthiques. Mais je pense que l'enjeu, ça va être d'insister sur les bénéfices économiques et puis aussi de transmettre des modalités de préparation culinaire assez adaptées qui permettent de ne pas… Parce que si on a l'impression que l'alimentation végétale, c'est très chronophage, ça sera un frein. Et notamment pour des populations qui, effectivement, disposent moins de leur temps ou ont moins le loisir, finalement, d'ouvrir un livre de recettes végétales. Donc, il y a un travail de terrain à faire pour que cela devienne, finalement, plus accessible. D'accord, merci. Avant de revenir aux autres questions qu'il y a sur le lundi vert, comme la question a été adressée aux deux intervenants, je ne sais pas, Cécile, si tu veux
si tu veux évoquer quelque chose par rapport à cette question de l'accès des personnes qui sont moins favorisées. Tu le disais bien dans ta présentation et dans la présentation des ateliers d'alimentation saine et gourmande, que tu avais plutôt déjà des personnes qui sont convaincues. Est-ce que tu as parmi les personnes qui ont participé à ces ateliers des participants qui sont peut-être moins favorisés socialement, si on peut le dire comme ça? On ne le sait pas vraiment, dans le sens où on ne leur a jamais demandé leurs revenus ou des choses liées à des très personnelles, donc on ne s'est pas senti d'attaque de leur demander ce genre de questions. Donc on ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait pour le coup, c'est que si on propose des ateliers basés sur l'échange et la réflexion autour de qu'est-ce que c'est manger plus local et plus bio, ce n'est pas attractif. Alors que pour le coup, un atelier cuisine, quelque chose où on va mettre un peu la main à la pâte, c'est beaucoup plus attractif. Et même pour ces publics-là, ça leur donne une autre approche. Et ça permet derrière d'avoir des échanges autour du cuisiner ensemble, cuisiner soi-même, manger plus bio, plus local, etc. Mais du coup, en fait, on a remarqué que ce qui attire, c'est vraiment le côté pratique et que c'est plus fédérateur que de proposer des ateliers d'échange, juste où on vient discuter ensemble des trucs et astuces, quoi. Donc, l'objectif, c'est d'avoir vraiment, pour le prochain programme, une approche vraiment centrée sur la pratique, quasi à 100%, par vraiment mettre la main à la pâte, quoi. Et que ça attire des publics vraiment très larges, très diversifiés. D'accord, merci. Et pour ce qui est de l'âge, pour ce qui est de l'âge, pour le coup, on n'avait pas de personnes, enfin jeunes, ça dépend de la définition de jeune, mais on va dire pas en dessous de 25 ans. Et on a remarqué qu'on n'a pas fait de communication vraiment ciblée sur ces publics-là. Et comme le disait Laurent, c'est des gens qui ont une flexibilité cognitive plus importante. On n'est pas sur la végétalisation à proprement parler, mais c'est un peu une façon détournée aussi d'aborder cette question-là. Et pour le coup, ça nous intéresse d'avoir ce public-là pour diversifier et pour justement amener les personnes un peu plus âgées à retravailler leur créativité et leur prise d'initiative dans la cuisine. D'accord, merci beaucoup Cécile pour ta réponse. Je vais revenir vers le lundi vert avant de revenir vers les ateliers d'alimentation saine et gourmande. On a encore quelques questions sur le lundi vert. Il y a la question du temps, en fait, de la durée, de combien de temps en fait dure cette initiative. Est-ce qu'il est encore possible pour des personnes de s'inscrire sur lundi vert? Est-ce que de recevoir des messages, des recettes? Quelle est la durée? Alors, c'est en fait une initiative qui fonctionne par campagne, c'est-à-dire qu'il y a eu donc là pour le moment 3 campagnes qui ont été déjà lancées. La première, c'était le lancement, donc la première année, donc en janvier, avec la tribune publiée dans Le Monde et donc le suivi individualisé avec le bilan qui a été donc ensuite réalisé à peu près 9 mois plus tard. Ensuite, la seconde année, ça a été le lancement dans la restauration universitaire. Et donc avec effectivement un événement à Grenoble sur le sujet, et puis donc également un suivi pour les personnes. Et la troisième, c'était lundi vert, notamment spécial légumineuse. Donc on a effectivement une campagne d'affichage aussi. Je pourrais vous envoyer l'affiche si vous voulez, voilà, de lundi vert, où on a mis en avant voilà, les pois chiches, les lentilles. On a fait un dossier scientifique sur les bénéfices nutritionnels des légumineuses, et également sur l'impact de la consommation de légumineuses sur l'environnement par rapport à l'impact comparé par rapport à l'impact de la consommation de produits carnés, pour justement compléter un peu l'argumentaire. Et puis voilà, la quatrième campagne, je le disais, elle devait avoir lieu d'ailleurs l'an passé sur lundi vert dans les hôpitaux, mais avec les problèmes que vous connaissez au niveau sanitaire, on a reporté, puisque l'urgence n'était pas dans les milieux de la santé, c'était plutôt d'autres sujets. Donc on espère lancer la prochaine campagne de l'an prochain. Donc il y a effectivement une fenêtre de tir qui est lorsque la campagne est lancée, on peut s'inscrire et pendant 2 ou 3 mois, parfois plus. À la première année, c'était 6 mois, mais effectivement, on va recevoir des messages chaque semaine. Mais ensuite, une fois que la campagne est terminée, eh bien, c'est de romance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi. C'est pas comme une organisation qui aurait effectivement pour but d'accompagner à long terme. C'est pas une association pour le moment. Ça va le devenir, je pense. C'est quelques bénévoles qui sont impliqués ponctuellement. C'est couplé généralement à une recherche, puisqu'effectivement, du coup, j'ai réalisé plusieurs études sur les suivis. Là, j'en ai encore une en cours qui est en cours de traitement. Mais voilà, on n'est pas sur une action chronique, mais plutôt sur des campagnes donc, qui sont lancées avec une diffusion dans les médias au moment venu.
D'accord, merci pour ces précisions. On a une question assez générale de savoir, est-ce qu'il existe des études sur le coût en fait, d'une alimentation locale, sur l'impact que ça peut avoir sur le budget d'une famille? Si je comprends bien la question, hein, si on prend une famille et qui dans son budget ne ferait des dépenses qu'au niveau local, est-ce qu'on sait quel impact ça a? Est-ce que ce serait plus cher, moins cher qu'un budget, enfin plus élevé, moins élevé qu'un budget habituel? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à ce sujet? Alors, sur le budget, sincèrement, je n'ai pas de réponse immédiate. On peut en trouver, hein, mais je n'ai pas à l'esprit de réponse immédiate. Ce qui est intéressant, c'est évidemment que le local fasse partie des sujets structurants et valorisés. Ceci étant, on a calculé aussi avec Nicolas Trèche, voilà, parmi les éléments intéressants concernant le lundi vert. Et donc, Nicolas Trèche, qui est économiste de l'alimentation, hein, donc voilà, il a des outils qui permettent de faire des comparaisons. Et il est beaucoup plus bénéfique, en fait, pour l'environnement de consommer végétal que local. Voilà. Donc ça, c'est évidemment, mais vraiment, c'est très net, hein. Donc, bien sûr, je ne suis pas en train de dire ne consommons pas local, au contraire. Au contraire, mais s'il y a à choisir, il vaut mieux, encore une fois, acheter du végétal qui vient d'un peu loin que du bœuf d'à côté. Voilà, ça peut sembler choquant, mais encore une fois, ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui établies. Donc, il y a évidemment le tiercé gagnant qui est végétal, local, bio, probablement. Quoique la question du bio est aussi parfois discutée, mais enfin, on n'est pas là pour en parler aujourd'hui, hein, mais ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Et après, évidemment, il y a un continuum et globalement, effectivement, le végétal coche quand même beaucoup de cases du point de vue environnemental et sanitaire. D'accord, merci. Une question. Oui, vas-y, je t'en prie, Cécile. Sur ça. Moi non plus, je ne connais pas d'études sur si consommer local, ça permet d'avoir un budget plus ou moins impactant. Après, le local, ça dépend de la définition qu'on en a, encore de ce genre. Nous, on a inclus la notion de local dans le programme en le définissant comme local étant un produit acheté auprès du producteur qui est le produit. Et c'était une façon pour nous de remettre un peu au centre les producteurs du territoire. À savoir qu'on est sur un territoire d'élevage avec beaucoup d'exports pour le Maghreb et l'Italie. Donc, c'était une façon aussi de retravailler cette proximité entre producteurs et consommateurs. Et après, sur l'impact du bio, sur le budget, là, par contre, des études. Les seules auxquelles je pense là dans l'immédiat, c'est celle sur la restauration collective. Et c'est qu'avoir une alimentation plus bio n'a pas forcément d'impact, sauf si on garde un régime hyper carné à base de produits transformés. Ça n'a pas d'impact, enfin, ou du moins peu d'impact, avant la crise ukrainienne et l'inflation, mais ça avait peu d'impact si on a un régime végétal à base de produits bruts, où on cuisine beaucoup du coup, et avec l'ajout de beaucoup de légumineuses dans l'alimentation. Toujours un peu pareil, quoi. Merci Cécile. Alors justement, j'en viens aux questions qui portent sur les ateliers d'alimentation saine et gourmande. On nous demande en fait, parce que donc face aux difficultés et aux freins que tu soulèves sur le fait d'arriver à faire venir en fait les personnes dans les ateliers, et aussi sur la question de la fidélité, c'est-à-dire les faire rester aux ateliers. Une question qui est posée, c'est: le public cible a-t-il été questionné pour connaître ses attentes et ses besoins avant de mettre en place les ateliers? On ne l'a pas fait avant, on l'a fait lors du premier atelier, parce que l'objectif, c'était d'ouvrir ce programme et ces ateliers à vraiment tout le monde. Donc, on a attendu le premier atelier pour voir déjà quel genre de personnes viennent et quels sont leurs réels besoins en tant que participants volontaires. Donc, on ne l'a pas fait avant, on l'a fait lors du premier atelier. Et c'est ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, c'était des gens qui connaissent déjà les producteurs du coin, s'approvisionnent déjà chez les producteurs du coin. Et leur problème, c'était vraiment se réinventer. Et ils avaient conscience, par exemple, qu'il fallait manger plus végétal, plus de légumineuses, mais toujours ce problème de plus végétal, comment sortir de la poêlée de légumes, et légumineuses, comment sortir de la lentille saucisse et faire quelque chose d'un peu plus innovant et d'un peu plus nouveau pour ne pas manger toujours la légumineuse sous le même format, quoi. Mais du coup, non, on ne l'a pas fait avant, on l'a fait pendant.
D'accord, merci. Au final, une question, le programme, enfin ces ateliers, impactent combien de personnes? Alors, tu avais mis le schéma, on est sur 4-5 personnes, c'est ça à chaque fois? En fait, chaque atelier, il y a à peu près 4 personnes qui sont venues en moyenne. Mais vu que c'est jamais les mêmes, on a touché à peu près entre 10 et 12 personnes différentes. D'accord. Enfin, 10-12 foyers différents, parce que pour le coup, à chaque fois, parfois, il n'y a qu'une seule personne qui vient. Comme les personnes qui sont à 2 dans un foyer, il n'y a toujours qu'une seule personne qui vient. D'accord, merci. Une autre question donc, qui nous dit, est-ce qu'il y a des dispositifs type CLS sur votre secteur? Si oui, ont-ils cette thématique alimentation dans leurs axes? Quel lien verriez-vous entre ces deux dispositifs, projet alimentaire de territoire et CLS? Donc là, on est plus sur une question sur les dispositifs. Donc tu as dit tout à l'heure que c'était le diagnostic du contrat local de santé du Haut-Allier qui est à l'initiative de la création du projet alimentaire de territoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur une éventuelle thématique alimentation dans le CLS du Haut-Allier et quel lien tu vois entre ces deux dispositifs, sachant que sous réserve, on a avec nous la coordinatrice du contrat local de santé du Haut-Allier, donc Mara Brun, si à un moment donné tu souhaites t'exprimer, plutôt dans le chat, mais sinon si tu as besoin de prendre la parole, n'hésite pas. Du coup, oui, effectivement, il y a Mara Brun, donc, qui est le contrat local de santé du territoire. C'est elle qui a l'initiative du PAT, donc c'est elle qui l'a monté de toutes pièces. Sur ce projet-là, on n'a pas forcément de lien avec le CLS. Pour le coup, avec le CLS, on travaille beaucoup plus tout ce qui est précarité alimentaire, toute cette thématique de précarité. Le CLS a initié quand même une énorme réflexion sur le territoire autour de cette question-là, comment travailler à l'accessibilité alimentaire, à une alimentation plus saine, au choix alimentaire pour ces personnes en situation de précarité. Donc, pour le coup, avec les CLS, on est vraiment sur ces questions-là d'accessibilité, de maintien de la dignité des personnes par l'alimentation et de l'amélioration de la santé par la nutrition et l'alimentation auprès des publics précaires. Mais pour le coup, on ne travaille pas forcément en lien avec le CLS sur ce programme-là, ou du moins pas pour l'instant. Avec ce programme-là, on travaille vraiment avec le CPIE, donc qui est le Centre permanent d'initiative à l'environnement. Et tous les ateliers, par contre, sont animés par une diététicienne, du coup, qui a cet aspect nutrition et santé, et qui l'amène globalement à tous les ateliers. Ça se voit notamment à travers la cuisine, qui est quand même plutôt végétale, qui permet de... Comment dire le prochain atelier, c'est la cuisine qui est prévue, c'est des cookies avec des flocons d'avoine. Enfin, il y a toute cette dimension de découvrir de nouveaux aliments aussi et de faire de nouvelles découvertes culinaires sans trop être, on va dire, faut pas être trop innovant non plus parce que ça peut heurter, enfin on l'a vu sur d'autres ateliers, pas forcément sur ce programme-là, mais être trop innovant, ça peut aussi les croyances vraiment ancrées de certains participants. Et quand ça va trop loin dans l'innovation et la créativité, des fois, c'est contre-productif en fait. Donc, c'est toute la nuance, être créatif sans trop partir dans des trucs qu'on sait qui sont difficilement reproductibles pour certaines personnes, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Merci, Cécile. J'en profite pour vous dire, vous voyez dans le chat voilà, des liens qui sont transmis vers voilà, un article notamment de Nicolas Trèche. J'en profite pour vous rappeler que tous les supports des intervenants, mais aussi les liens qui sont évoqués dans la matinale, vous les recevrez avec un mail au moment où le replay sera mis en ligne. Donc, vous y aurez accès. Je me permets de poser quelques autres questions qui sont venues dans le chat. Alors, soit ouvert à tout le monde, soit à moi directement. Alors, il y avait une question sur lundi vert. Alors, je l'ai vu ensuite. Pourquoi le lundi, en fait? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi le lundi? Déjà, effectivement, c'est beaucoup. L'initiative a été lancée suite à un sondage en ligne pour justement tester quelques hypothèses concernant l'appellation. Est-ce qu'on va l'appeler lundi, vert ou autre? Il y a eu plusieurs hypothèses de nom, de désignation, et puis également concernant le jour. Alors, pourquoi le lundi? D'abord, il y a beaucoup de raisons qui font que c'est un mauvais choix. Je commençais par les mauvaises raisons. Le lundi, effectivement, il peut rester des restes du week-end.
Et donc, s'il vous reste de la viande, vous en faites quoi le lundi? Bon. Et puis, le lundi, c'est aussi un jour où pour les cantines, ça peut être plus difficile de cuisiner des choses qui sont un petit peu longues à préparer. Voilà. Le lundi, c'est pas forcément le jour où il y a tout le monde dans les cantines professionnelles. Donc, pas mal d'arguments en défaveur du lundi. Cependant, la plupart des pays dans le monde, il y a 42 pays dans le monde qui appliquent le lundi vert aujourd'hui. La plupart du temps, c'est le lundi. Parfois, c'est le vendredi ou le jeudi, hein, mais presque 80%, c'est le lundi. Pourquoi? Parce que ça symbolise effectivement un démarrage, un début de semaine. Il y a une forte charge symbolique sur le lundi. Dans les enquêtes, par exemple sur Internet, les mots qui concernent la santé et le changement de comportement les requêtes sont beaucoup plus fréquentes le lundi. Voilà. Donc, ça va vraiment en phase avec effectivement une dynamique assez générale qui fait que la charge symbolique sera plus forte pour le lundi que pour un autre jour de la semaine. Donc, on a gardé ce choix-là. Et avec l'expérience, je pense qu'effectivement, ce n'était pas forcément une mauvaise idée parce que fin de semaine, bon, peut-être que le vendredi ou le jeudi, il y a un peu plus de relâche, c'est peut-être plus compliqué. En tout cas, on bénéficie moins de ce côté santé par rapport au lundi. Mais bon, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est vraiment là quasiment du marketing, donc on a essayé de faire quelque chose qui soit le moins mauvais possible. Merci. Justement, tout à l'heure, vous avez évoqué les nudges. Vous avez pris l'exemple de l'alimentation, par exemple des selfs, et de ce fait de l'influence en fait que peut avoir la personne qui nous précède sur nos propres choix. J'avais envie de poser la question sur, peut-être on peut se poser sur la dimension éthique en fait des nudges. Il n'y a pas quelque chose qui est questionnant par rapport à ça? C'est sûr que c'est une vraie question, hein, c'est-à-dire est-ce que le choix qui a été fait d'influencer, alors dans l'exemple que j'ai cité, hein, enfin l'exemple où on est influencé par la personne qui nous précède, là je dirais c'était en fait une modélisation qui consistait à regarder ce que les gens prenaient spontanément et s'ils prenaient la même chose que la personne qui les précédait. Donc c'est pas une expérimentation, on n'a pas demandé à des gens de prendre exprès quelque chose avant les participants. Hein, ce n'est pas une manipulation. Par contre, le principe général du nudge, c'est bien que l'on va influencer la population au moyen de dispositifs. Donc, évidemment, ça suppose qu'il y ait une réflexion éthique sur les implications mêmes. Et je pense que lorsqu'une collectivité met en place un nudge, il est nécessaire qu'il y ait une commission d'éthique qui évalue justement la licéité, l'acceptabilité de ce nudge pour que l'on soit certain que les bénéfices qui sont visés soient raisonnablement justement des bénéfices pour tout le monde. Donc, vous avez raison, il y a une dimension éthique. Alors, on peut, encore une fois, moi je pense qu'on peut être pluraliste et partir du principe que pour faire changer les comportements, il faut évidemment, je dirais, capacité, faire de l'empowerment avec les populations pour justement les impliquer dans les choix alimentaires. Et en même temps, dans certaines circonstances, on peut aussi imaginer qu'un autre outil va consister à influencer avec douceur les choix. On peut ne pas forcément vouloir opposer ces différentes mesures si encore une fois, on en est conscient. Mais clairement, la question du nudge, elle présente deux difficultés. Encore une fois, la première, c'est on choisit pour les gens. Et la deuxième, c'est effectivement comment est-ce que les gens s'approprient un sujet si on les oriente et est-ce que parfois ce ne sont pas juste des mesures qui sont assez minimales et qui ne vont pas modifier en profondeur les pratiques. Voilà. Merci. Dans le prolongement de cette question, on a une réaction sur le chat, donc une question où on nous demande est-ce que le nudge ne fait pas écho au lobbying ? Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on va contrer des forces et des puissances économiques qui finalement nous orientent et nous incitent à choisir des aliments carnés notamment. Le nudge peut bien sûr faire partie des outils dont l'on se dote pour contrecarrer je pense qu'il y a après fortement également, je le disais, hein, des inerties culturelles qui font que le choix vers la viande va être le choix par défaut. Donc tout ça, ça fait partie de la panoplie, certainement, qui peut être envisagée, mais encore une fois, avec discernement, avec un souci de concertation. Je pense qu'évidemment, c'est évident. Merci. Je ne sais pas, Cécile, si tu veux réagir sur le nudge ou pas, comme tu veux. Et oui, ça peut être utilisé l'avantage du nudge, c'est que ça peut être utilisé, je dirais, après c'est d'un point de vue très personnel, mais ça peut être utilisé par tout le monde pour changer plus ou moins des comportements.
ça ne marche pas toujours. Et puis le nudge, c'est très personnel, mais moi je le vois plus comme c'est un coup de pouce pour modifier ses comportements, mais c'est pas. On vous donne en tant que consommateur, on vous laisse le choix en fait. Donc c'est toujours vous, en tant que consommateur, est-ce que vous suivez justement la personne qui est devant vous au self, ou est-ce que vous décidez de prendre quelque chose de différent? On ne vous enlève pas votre libre arbitre et votre choix de consommation. On vous oriente, certes, mais vous restez libre de vos choix. Donc ça peut être bien ou mal utilisé, mais ça c'est un peu comme tout. Mais ça peut être un outil assez utile pour modifier évidemment les choix de consommation. Après, il faut qu'il soit modifié pour aller vers du plus durable et du plus sain pour la santé. Mais voilà, ça, on ne vous enlève pas non plus votre choix et votre pouvoir de décision. Merci. Enfin, une dernière question qui est plus d'ordre méthodologique que sur la thématique en elle-même. Vous avez à 2 reprises, Laurent Beck-Shankland, évoqué la question de la mesure de l'ouverture des individus, ou de, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas le dire avec les bons éléments, mais ou de l'ouverture d'esprit des participants. On est plusieurs à quelque chose, on est plusieurs à réagir à cette appellation. Comment vous faites pour mesurer le degré d'esprit des gens, Laurent Beck-Shankland? Bon, oui, alors, bien sûr, il y a plusieurs façons d'appréhender cette question. Alors, d'abord, l'ouverture, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu comme ça surprenant de parler de cette dimension-là. Il faut la mettre en contexte. L'ouverture, donc en anglais, l'openness, c'est l'un des 5 grands traits de la personnalité humaine. C'est-à-dire que depuis à peu près 50 ans maintenant, on travaille sur comment décrire finalement une personnalité. Il y a eu des modèles, évidemment, depuis des siècles. Les philosophes se sont intéressés à ça. Aujourd'hui, eh bien, la psychométrie, la psychologie scientifique a identifié 5 grandes dimensions de la personnalité, dont l'ouverture fait partie. Il y en a 4 autres. Donc, il y a l'ouverture. Il y a après l'esprit consciencieux, c'est-à-dire le fait d'avoir des modes de comportement qui sont méthodiques et organisés. Il y a l'extraversion, le fait de trouver plaisir à interagir avec les autres dans des groupes, par exemple. Il y a l'amabilité, le fait effectivement de chercher à répondre aux attentes et aux besoins d'autrui, et l'altruisme. Et puis, il y a l'esprit consciencieux, amabilité et la stabilité émotionnelle. Voilà, c'est-à-dire, on appelle également le névrosisme, c'est-à-dire effectivement cette tendance à avoir des émotions qui sont relativement stable, au contraire, qui bouge beaucoup avec les circonstances et en fonction des moments de la journée. Donc, ces 5 grandes dimensions sont utilisées dans le monde entier pour décrire les êtres humains. Il y a des travaux qui ont été faits sur les révolutions avec l'âge. Et si vous cherchez la documentation, il y a des ouvrages en français sur le Big Five. On appelle ça le Big Five, les 5 grandes dimensions de la personnalité. Et donc, pour mesurer ces dimensions, l'outil le plus courant, c'est en fait un questionnaire, alors en ligne ou papier-crayon. Vous verrez, vous pouvez en trouver en ligne, donc le questionnaire, et vous avez des questions donc, qui mesurent justement. Alors, on demande aux gens de répondre, de se décrire en quelque sorte. Et à partir de la description que les gens font d'eux-mêmes, on va construire des scores. Donc, ça va être la somme moyennée ensuite de différentes réponses à ces questions en 5 ou en 7 points. Tout ça, c'est validé parce qu'il y a en amont un travail psychométrique qui est ancien et important. Et donc, on va créer des scores qui mesurent justement le degré d'ouverture. Et avec cela, un peu comme cela, en connaissant le score de quelqu'un à cette échelle-là, on va pouvoir prédire, enfin, en tout cas, une population. Si je connais le score d'une population à cette échelle-là, je peux prédire la probabilité, effectivement, qu'un nombre donné de personnes se maintiennent dans le choix végétal, par exemple. On ne pourra pas le dire pour une personne donnée, c'est probabiliste, mais par contre, on peut le dire pour une population. D'accord, merci d'avoir pris le temps d'amener ces éléments méthodologiques. Nous arrivons au terme de cette matinale, donc je ne sais pas si Cécile Piquemal ou Laurent Beck-Shankland, vous souhaitez ajouter quelque chose, un dernier mot, peut-être quelque chose qui n'aurait pas été abordé, ou voilà, un point important. Moi, je veux bien aborder un tout petit point. Je t'en prie. Sur la question des nudges et de leur impact sur les individus, je pense qu'aussi il y a une dimension très importante dans les pratiques alimentaires qui est la dimension en fait de l'influence de l'environnement marchand et politique, et qu'on peut tout à fait considérer que des nudges peuvent s'appliquer à non pas des acteurs individuels qui consomment, mais à des acteurs qui produisent. Et de ce point de vue, la manière dont on va subventionner certains types de production
va avoir par exemple une influence extrêmement importante. La manière dont on va encadrer les informations sur les produits et donc les discours sur les produits alimentaires, ça aussi c'est majeur comme dimension et comme influence en fait des comportements. Et ça, c'est beaucoup géré et encadré au niveau des politiques européennes, puisque que ce soit l'agriculture ou que ce soit l'information des consommateurs, ce sont deux aspects qui sont vraiment pris en charge et encadrés au niveau de la législation européenne. Donc il y a aussi une dimension très importante qui est de bien entendre et comprendre que la part politique de l'alimentation, elle est aussi extrêmement importante et elle est aussi entre les mains de chacun et de la manière dont on va voter, la manière dont on peut aussi s'impliquer dans la vie politique de notre pays, alors évidemment au niveau territorial, mais aussi du pays au niveau national et de l'Europe, qu'on a tendance souvent à oublier, qui nous semble très très éloigné, mais c'est parce que l'Europe va décider à un moment que le Nutri-Score peut devenir obligatoire que le Nutri-Score sera obligatoire. Ce n'est pas le gouvernement français qui va dire nous, on veut on rend obligatoire le Nutri-Score demain. Ça, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui se fera uniquement au niveau européen. Donc, c'est extrêmement important, je pense, aussi de garder en tête cette dimension politique de l'alimentation et donc des facteurs qui vont influencer nos pratiques à nous dans notre quotidien. Merci Laure pour cet ajout. Alors justement, oui. Je me permets de compléter. Voilà, j'ai mis dans le chat une référence. Voilà, on a eu dans le cadre du lundi vert à se justifier, mais comment vous voulez que les Français consomment moins de viande? Il y a eu vraiment des levées de boucliers importants. Et à cette occasion, le président justement de Nutrinet Santé, Serge Herzberg, a été interviewé sur une chaîne nationale en disant oui, on peut très bien se passer de viande et de poisson. Voilà. Et c'était intéressant de l'entendre dire cela parce que à l'époque, encore une fois, il y a 4 ans, on avait l'impression qu'on allait conduire à des déficits nutritionnels si les gens suivaient nos recommandations. Et donc, on voit bien là qu'il y a évidemment une sensibilisation du public. Et ce que raconte Herzberg aujourd'hui, qui maintenant est à quitter le Nutri-Score, je crois, mais Nutrinet Santé, mais c'est lui qui est à l'origine du Nutri-Score. Il vient de publier un livre justement sur l'influence des lobbies agroalimentaires qui s'appelle « Mange et tais-toi ». Voilà, je vous le recommande parce qu'évidemment, c'est une bonne façon de prendre conscience du fait qu'on lutte contre quand même des forces économiques, et donc sans évidemment alimenter une quelconque théorie du complot, les forces sont inégales. Et donc, voilà, alors la force, je dirais, du bien public que nous défendons ici, elle certainement fera son travail, mais face à elle, il y a effectivement du marketing, il y a des puissances économiques qui font que c'est moins évident, évidemment, parfois de faire passer certains messages. Donc, en être conscient, c'est utile. Donc, ce livre de Herzberg est vraiment une mine d'or et de prise de conscience, justement, du poids du lobby agroalimentaire sur l'alimentation en France et en Europe. Merci pour cette précision et cette dernière référence. Cécile Piquemal, tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec Laure. Il ne faut pas négliger la part le poids politique dans l'alimentation. Je ne me connais pas assez en Nutri-Score pour pouvoir aborder cette notion, mais on le voit pour tout ce qui est agricole, on le voit via la PAC. C'est une aide. Dans la PAC, c'est la politique agricole commune, c'est une aide aux agriculteurs et ça conditionne toute la production en fait. Un type de production. Les productions carnées sont beaucoup plus subventionnées que le maraîchage et les productions végétales. Donc forcément, ça oriente la production vers certains produits. Et forcément, ça oriente aussi la consommation. Donc la politique, ça a un poids vraiment important également dans nos comportements alimentaires et nos choix alimentaires en fait. Donc il n'y a pas que nos choix, il y a aussi, on est aussi influencé par d'autres choses, le marketing et la politique évidemment. Nous vivons donc bien tous en société, ça nous permet de nous le rappeler. Écoutez, je vous remercie, merci aux intervenants, intervenantes qui ont nourri cette matinale. Merci à vous, les participants et participantes. N'oubliez pas, je vais vous envoyer un mail d'évaluation, n'oubliez pas de nous dire ce que vous en avez pensé, le bon comme le moins bon, ça nous intéresse aussi. Et puis, comme il vous l'a été dit dans le chat, vous aurez accès donc à l'ensemble des documents et au replay dès qu'il sera prêt. Merci aussi à Guillaume Reiss et à Laure Acher-Selegui d'avoir assuré l'aspect technique de cette matinale. Merci à vous. À très bientôt. Bonne fin de journée.